il y a vraiment une notion clé au centre de tout ce que je fais à titre personnel, à titre professionnel. C'est vraiment cette notion d'engagement personnel. Ce que j'entends par là, c'est que on peut avoir envie de faire quoi que ce soit, de réaliser quelque chose d'exceptionnel, ou pas forcément d'exceptionnel, mais de quoi que ce soit. On veut changer quoi que ce soit dans sa vie. Ça ne peut passer que par un vrai engagement profond là-dessus. De plus en plus, aujourd'hui, on a des sollicitations dans tous les sens, par l'extérieur, par la famille, par le boulot, par le téléphone qu'on a dans la poche et qui sonne tout le temps et qui essaie d'attraper notre attention toutes les 30 secondes. Le seul moyen de réussir ce qu'on a réellement envie de faire, c'est de pouvoir s'y engager. J'ai créé une formule de l'engagement pour justement transmettre un petit peu cette importance. L'engagement, c'est l'intention, plus la priorité, moins les excuses. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Pas de doute possible, nous allons aujourd'hui vibrer dans ce nouvel épisode de Course Épique dans lequel je vais revenir sur le tout récent Tour des Géants auquel a pris part le coureur amateur Martin Perrier. Après avoir expérimenté avec assiduité les courses sur route et les Spartan Race, Martin découvre au milieu des années 2010 le trail, dans lequel il s'engage avec fougue et sans compromis. Il multiplie notamment les courses de l'Ultra Trail World Tour d'alors à un rythme effréné. CCC, Diagonale des Fous, Transgrande Canaria ou encore le Mute. Avec une particularité à l'époque, il ne met en place aucune préparation et ne porte pas d'attention particulière à sa nutrition. Sur les 1500 km qu'il courait ainsi chaque année, 1000 étaient réalisés avec un dossard et donc seulement 500 à l'entraînement. L'UTMB 2018 auquel il prend part marque un tournant dans son approche. Martin, également coach en engagement personnel et leadership à la ville, structure ensuite sa pratique et continue de forger son palmarès et son expérience en ultra jusqu'au Tour des Géants 2022, une course de 330 km et 24 000 mètres de dénivelé positif qui va le marquer au fer rouge. Cet attrait viscéral pour cette course de la démesure l'a conduit à nouveau cette année sur la ligne de départ à Courmayeur. Préparez-vous à vivre une course haletante à ses côtés. Mais je ne vous en dis pas plus. Martin va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, à pas de géant. Salut Martin. Salut Guillaume. Je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique, bienvenue. On enregistre cet épisode aujourd'hui le 19 septembre. Alors c'est le jour anniversaire d'un moment clé de l'histoire de l'humanité qui date de 1783, je vais t'en dire un peu plus. Tu le sais, depuis Léonard de Vinci au XVe siècle, l'homme rêve de s'élever dans les airs. Le siècle des Lumières va enfin concrétiser ce rêve grâce à Joseph et Étienne Montgolfier. Donc ils ont fait une tentative de vol de leur ballon de 18 mètres de haut et 13 mètres de large qui pesait 400 kg il y a 240 ans, jour pour jour, devant Louis XVI et la famille royale. Et par précaution, ils étaient quand même pas fous, c'est des animaux qui ont embarqué sur ce vol couronné de succès. Est-ce que tu saurais me dire quel équivalent du pourcentage du Tour des Géants auquel tu as récemment participé a été parcouru à cette occasion par le mouton, le canard et le coq qui étaient présents à bord? Est-ce que c'était 0,1% de ton Tour, donc environ 350 mètres, 1%, 3 km 5 ou 10%, 35 km? Je vais te dire 3 km 5, 1%. Bravo, magnifique. Très bien, très joli. Ouais. En plus, la coïncidence est assez sympa puisque j'ai planifié assez récemment un tour en montgolfière au-dessus du Val d'Aoste, justement où j'ai fait le Tour des Géants. Donc, génial, j'espère que tu feras plus de 3 km 5. J'espère aussi. Martin, on va démarrer classiquement cet épisode. Je vais te demander de te présenter. Je t'impose une petite contrainte habituelle qui est de ne pas parler de sport. Qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs pour qu'ils comprennent qui est derrière ce micro? Très bien, avec plaisir. Sans parler de sport, ça va être intéressant parce que ça prend une bonne partie de ma vie. Donc moi, c'est Martin Perrier. Je suis un Français expatrié en Suisse depuis, ça va faire 8 ans maintenant que je suis à Genève. J'avais bougé un petit peu aux États-Unis au préalable pour terminer mes études. Je suis ici seul, célibataire, même si je suis en couple depuis 2 ans avec une petite amie qui m'accompagnait justement pendant le Tour des Géants dont on va parler par la suite. J'ai commencé une carrière dans le monde bancaire assez classique. Quand on va en Suisse, on peut travailler soit dans les montres, soit dans le chocolat, soit dans la banque. En l'occurrence, moi, c'était la banque. Et j'y ai passé 4 ou 5 ans avant de quitter ce milieu et de faire quelque chose qui me tenait un petit peu plus à cœur et surtout qui me ressemblait un petit peu plus. Donc, je travaille avec des particuliers, des entreprises maintenant sur
sur des questions d'engagement personnel, de leadership notamment, et de sport donc, même si j'ai pas le droit d'en parler. Voilà, donc je fais ça depuis quelques années. Voilà, on va censurer au montage. Et voilà, une famille qui est en Bretagne, à laquelle je revisite encore régulièrement, mais ça me semble à chaque fois beaucoup trop plat. Je suis effectivement fan de montagne. J'ai eu ce goût pour la montagne depuis tout petit. Donc c'est ce que je suis venu chercher notamment à Genève et par la suite en Vallée d'Aoste. On va ouvrir les vannes du sport, ça y est, on peut en parler. Quelle place il tenait dans ton enfance, dans ton adolescence? Quels étaient tes sports de cœur, si sport il y avait? Alors j'ai un frère de 2 ans, mon cadet, qui s'appelle Vincent, et on a tous les deux toujours été assez sportifs ensemble, déjà avant tout. Donc on a essayé plein de choses. Mon père était également très sportif. Lui, il avait 3 frangins et ils avaient été un peu touche à tout. Ils avaient fait une vingtaine de sports à différents niveaux. Donc avec mon frère, on a essayé plein de trucs également. On a joué au foot, on a fait beaucoup de sports de raquettes, tennis de table pendant une dizaine d'années en compétition. Puis oui, tennis, squash, badminton, un peu tous les sports de raquettes, les sports de balle également. Pas spécialement d'athlétisme ou de course à pied étant gamin, ça s'est venu un peu sur le tard. Mais voilà, on a toujours été assez sportifs. On a joué au golf aussi. J'ai un cousin qui est golfeur professionnel. Quand j'avais 13 ans, mon frangin en avait 11. Mes parents ont déménagé de La Rochelle à la Bretagne où j'ai fait ensuite tout le reste de ma scolarité. Et on a appris à jouer au golf assez vite parce qu'on a été parachuté dans une section sport-études autour du golf où il y avait justement mon cousin à l'époque. Donc voilà, on a vite mis le pied à l'étrier. Et c'est très intéressant d'avoir ce sport-là en complément d'autres et par la suite notamment le trail parce que c'est assez différent mais il y a aussi plein de points en commun. Tu l'as mentionné, tu avais un intérêt pour la montagne depuis très jeune. Il a pris une autre forme, en tout cas en 2011. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte la montagne s'est révélée pour toi, peut-être un peu différemment à ce moment-là? Ouais, j'ai toujours eu cet appel pour la montagne. Dès qu'il y avait une petite colline, une petite dune quelque part, il fallait absolument que j'aille l'escalader. On n'y a pas été trop souvent en vacances quand j'étais gamin, une fois ou deux pour aller skier ou l'été pour aller découvrir. Moi, ça m'appelait beaucoup. Et c'est lors d'un passage de 6 mois dans l'armée en 2011 que j'ai eu la chance d'aller vraiment y vivre un peu en montagne, puisque j'ai passé 3 mois au sein du 4e régiment de chasseurs à Gap, donc en cavalerie spécifiquement en montagne. C'est là que j'ai pu donc vraiment m'épanouir en montagne, passer notamment le brevet d'alpinisme militaire. C'est là que j'ai découvert vraiment un peu tout ça et que je me suis rendu compte que j'aimais bien courir en montagne, courir vite en montagne. Et c'est ce qui a ouvert un petit peu la voie vers quelques compétitions à Dossard dans les mois qui ont suivi ça. Ce que tu as aimé de la course à pied, c'est quoi? Tu as eu une révélation? Ouais, il y avait ce côté évolution en nature, notamment assez léger, même si dans l'armée, on avait quand même les Rangers au pied, donc c'est pas comme les chaussures minimalistes qu'on fait aujourd'hui. Mais le brevet d'alpinisme militaire contenait une épreuve d'une 15aine de kilomètres avec 1500 mètres de dénivelé, où on était donc une trentaine. Moi, je me confrontais à des militaires professionnels qui faisaient ça depuis quelques années. Et je me suis retrouvé à arriver, je crois, 4e sur le groupe de 30. Et puis surtout, au-delà du classement ou de la performance, moi, j'avais surtout adoré ça. Et on a eu un temps qui était assez dégueu, on voyait même pas où on allait. Mais ça, c'était super intéressant. Donc, dès que je suis revenu, je me suis dit que je repartais à l'époque, j'étais en stage à Paris pour les 12 mois suivants. Donc, je suis reparti physiquement à Paris, mais mon cœur est resté dans les montagnes. Donc, je savais que j'allais y revenir assez vite. Tu as goûté donc au Dossard et tu as enchaîné après à un rythme assez soutenu la course à pied avec cette idée de compétition. C'était très structurant pour toi d'avoir tous ces rendez-vous. Donc ça a été beaucoup de semis, des marathons. Tu as même découvert la course à obstacles, les Spartans notamment, quand tu étais aux États-Unis, je crois. Tu avais cette avidité, cette envie de multiplier les courses. Ça rythme finalement tes années? Ouais, c'est ça. Assez vite après mon passage en armée, je me suis donc inscrit sur un semi-marathon. C'était à Rennes, où ma famille était. J'ai adoré l'ambiance, le dépassement de soi, l'effort. C'est la première fois que je faisais vraiment une course de manière compétitive. Directement après, je me suis inscrit pour semi de Boulogne, semi de Paris, marathon de Paris pour les quelques 3-4 mois qui ont suivi. Pareil, le virus m'avait attrapé, voilà, exactement. Ensuite, je suis parti aux États-Unis. J'ai remis une ou deux courses sur route en plus, marathon à Columbus, à Washington. En rentrant l'été, j'ai fait celui du Mont-Saint-Michel. Enfin bref, je commençais à regarder un peu partout où je pouvais aller courir. Et puis, j'ai découvert également donc les courses à obstacles, Spartan Race notamment. Là, en l'espace d'1 an et demi aux États-Unis, j'en ai fait une quarantaine. Je suis allé un peu partout. Je suis allé gagner une Spartan Beast à Hawaï. Je suis allé courir
en Virginie, en Caroline, dans l'Utah, dans le Nevada. Je suis allé plusieurs fois à Las Vegas. Les gens, ils vont pour généralement pour passer des nuits endiablées au casino. Pour moi, je suis allé 3 fois à Las Vegas pour World's Toughest Mudder, qui est une course de 24 heures course à obstacles de 24 heures, en fait. Donc, ça, j'allais te demander justement l'amplitude des formats sur la Spartan, qui est un format que moi je connais moins. Il y a des formats, j'imagine, très courts et accessibles. C'est peut-être la même logique que les triathlons, peut-être, sur des formats ouais, tout à fait. Qu'on pourrait assimiler à du S et qui vont, de ce que tu évoques là, jusqu'à des formats très longs. Exactement. Il y a SML avec les sprints super et beast, où on va avoir des formats c'est environ 5 km, 13 km, 21 km, avec un nombre d'obstacles qui monte 15, 20, 25, 30 par exemple. Et puis il y a le format Ultra Beast qui est lui encore un peu plus costaud. À l'époque, il n'y avait qu'une par an, qui était dans le Vermont, où là on est sur un format marathon, donc une quarantaine de kilomètres, ce qui était même plutôt 45-50, avec 3000 mètres de dénivelé, parce qu'on est systématiquement dans un terrain montagneux, et où on rajoute une soixantaine d'obstacles par-dessus. Donc là, on était tout de suite sur... Ça a été mon premier pas vraiment dans le monde de l'ultra, avec des courses de 10 ou 15 heures. Là, tout de suite, on passe un step, on va dire, dans la durée de l'effort et le type d'effort auquel on fait face. La compétition, là, c'était pour toi l'indispensable moteur à ta pratique. Est-ce qu'il te fallait nécessairement ça? Et est-ce que c'était, toi, l'idée d'aller chercher la meilleure place pour toi? Est-ce qu'il y avait l'idée d'être devant les autres? Alors, moi, ça a toujours été... J'ai toujours aimé le fait de me dépasser et d'aller vraiment donner le meilleur pendant la course. Donc, ça a été le cas avec la course obstacle. Et ensuite, quand je suis revenu en Europe, c'était un peu... J'ai transitionné vers le trail et vers l'ultra. Donc, il y avait toujours cette idée, une fois que la course est lancée, que le gun a retenti, là, je donne tout jusqu'au bout. En revanche, j'étais à l'époque dans une mentalité totalement différente d'aujourd'hui au niveau de l'entraînement, où je donnais tout ce que j'avais pendant la course, mais entre les courses, par contre, il était hors de question de me prendre la tête avec un type de préparation, d'entraînement, de nutrition, de sommeil spécifique. Tu donnais tout ce que tu avais, mais dans d'autres registres. Voilà, c'est ça. Là, je faisais un peu n'importe quoi selon certains entre les courses. Et par contre, voilà, une fois que j'avais le dossard sur le dos, là, je donnais tout, mais il n'y avait pas de préparation spécifique, il n'y avait pas d'objectif de performance à l'année, etc. Donc, tu voulais vivre sans contrainte? C'était une envie de liberté? De prendre que le plaisir finalement? C'est ça, c'est un petit peu ça. Il y avait pas spécialement d'intérêt. Je pouvais pas jouer à part une victoire qui est arrivée un peu de manière surprise justement à Hawaï dans la Spartan Race. Normalement, je pouvais pas jouer les tout premiers rôles. Donc, même si je pouvais performer correctement dans une course, si je pouvais arriver 20e en me faisant plaisir sans avoir de contraintes, en étant libre entre les courses, je préférais ça plutôt que d'essayer de m'entraîner à fond et puis de finir potentiellement juste 15e pour gagner quelques places. Je voyais pas nécessairement l'intérêt à ce moment-là. T'as senti une forme de jugement de ton entourage ou de gens qui pratiquaient la course peut-être plus assidûment? Alors, il y a de l'incompréhension, je pense, un peu dans tous les sens, parce que les gens aiment bien raisonner en disons tout noir, tout blanc. Tu vois, donc il y a un côté, soit on fait des courses complètement dingues et à ce moment-là, il faut avoir une hygiène de vie irréprochable et il faut y aller à fond. Soit on court pas pour la performance, on fait entre guillemets que des petits challenges et on se dépasse pas. Et ben c'est vrai que j'aimais bien justement, un peu comme pour tout, montrer que la vérité est bien souvent au milieu. Il y a beaucoup de nuances de gris, tout n'est pas noir et blanc. Donc ouais, certaines personnes étaient un peu ne comprenaient pas, disaient non mais c'est pas comme ça qu'il faut s'entraîner. Et puis d'autres au contraire trouvaient ça inspirant de savoir qu'on n'avait pas besoin d'aller, on pouvait avoir un boulot en même temps, on pouvait avoir d'autres choses, mais quand même se dépasser de temps en temps avec le dossard sur le dos. Donc ouais, il y a eu un peu de tout en termes de réaction. Pour illustrer de façon très concrète, je ne sais pas si c'était précisément cette période, mais tu m'avais dit lors de notre échange préparatoire que sur une année où tu pouvais courir 1500 km, il y en avait 1000 qui se faisaient avec un dossard sur le ventre parce qu'il laissait 500 km pour le reste et la prépa. C'est ça. Alors, je mets un petit disclaimer. Je ne recommande pas de faire ça. Ne pas reproduire chez soi. C'est ça. Non, c'est vrai qu'en 2017, j'ai découvert vraiment, vraiment l'ultra. Là, j'étais arrivé à Genève depuis et je me suis vraiment lancé sur l'ultra via l'Ultra Trail World Tour. Donc, c'était le circuit qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, qui regroupait des courses de plus de 100 km un peu partout dans le monde. Des courses assez connues aujourd'hui, quand les gens me demandent « Ah, tu connais telle ou telle course ?» À chaque fois, je réponds « Ouais, je l'ai faite en 2017. » Parce que c'était l'année où je suis allé un peu partout. Et j'invite les auditeurs à aller voir ton UTMB Index, enfin ta fiche UTMB, et notamment l'année 2017, où je pense qu'il y a toutes les 2 semaines une course ou presque. Oui, voilà, quasiment, c'est ça. J'exagère un peu. Entre les deux, c'était repos. Par contre, effectivement, donc voilà, comme tu l'as dit, il y avait 1500 km de course à pied sur l'année, et il y en avait plus de 1000 avec un dossard. Il y avait 6 courses de plus de 100 km, alors que je faisais une dizaine de kilos de plus que maintenant.
c'était cheeseburger, frites et bière, pas juste les semaines de repos, mais même la veille de la course. Donc c'était vraiment voilà pour le plaisir, pas de contraintes, la liberté, la passion pour ce sport et pour l'aventure, pour le fait de découvrir un peu ces endroits incroyables à Hong Kong, à Madère, dans les Dolomites, dans les Canaries, à La Réunion. Donc je suis allé un peu partout et avec effectivement cette sensation de liberté où je donnais tout pendant les courses. J'avais un niveau qui était correct, mais sans plus, parce que je n'étais pas prêt nécessairement à vouloir me pousser trop à l'entraînement. Et quand certains se fatiguaient à courir 6 fois dans la semaine et se faisaient des blessures, moi c'est vrai que je faisais des courses très longues sans préparation, ce qui n'est pas forcément recommandé, mais le reste du temps, je me reposais énormément en fait. Donc cette année-là, je me suis reposé plus que n'importe quel autre ultra-runner, on va dire, dans la même année. Ce choix-là des formats longs, c'était guidé par un intérêt profond que tu avais, croisé avec les capacités que tu pouvais avoir aussi sur ces efforts longue distance? Ouais, il y a un côté un petit peu... je suis vraiment quelqu'un de passionné. Donc quand je me lance dans quelque chose, je fais rarement les choses à moitié. Et là, c'est vrai que toutes ces courses avaient l'air fantastiques. Et l'idée de me dire j'en fais qu'une par an, non, pour moi, c'était compliqué, quoi. Donc au début de l'année, j'avais jamais fait un 100 km. Et je me suis inscrit directement pour... j'ai dû en faire... pour 6 courses, dont la Diagonale des Fous, qui est quand même assez terrible pour conclure un petit peu l'année. Et je savais pas du tout si j'étais prêt. Les gens me demandaient un peu, mais tu penses que tu vas être capable de faire tout ça? La réponse était très honnêtement, je sais pas, mais on verra. En fait. donc ouais, il y avait c'est l'appel un peu de la passion et puis de se dire, bon, bah, au pire, ça marche pas. Je suis pas trop idiot, c'est-à-dire qu'au moindre début de blessure, j'aurais réussi à lever le pied et puis je serais pas allé me faire trop de mal. Donc, why not? En gestion. Voilà. Une autre forme de gestion. Exactement. Maîtrisée. Justement, tu le disais, tu as participé à beaucoup de courses de l'Ultra Trail World Tour, donc la CCC, la Diag, Transgrande Canaria, le Mute, enfin voilà. Bon nombre de courses. Ça t'a valu un hommage de 60 secondes. Est-ce que tu peux en parler à nos auditeurs? Ouais, c'était assez top ça comme souvenir. Fin d'année ou peut-être début janvier 2018, donc j'avais fait effectivement mes 6 courses en 2017. Et là, j'ai reçu un coup de fil de l'Ultra Trail World Tour qui c'était un responsable communication à l'époque. Il me dit oui, c'est bien Martin Perrier. Oui, tout à fait. Alors j'ai dans nos stats que vous avez couru 6 courses de notre circuit. Est-ce que c'est confirmé? Je lui dis oui. Je lui donne le détail. Et tu me dis ah bah bravo, vous avez le record chez les hommes. Il y avait une seule personne qui en avait fait une de plus. Et c'était une pro chez les femmes, donc tous ces déplacements étaient payés, etc. Moi, je devais me débrouiller, bien sûr, pour tout ce que je faisais. Donc il m'a dit, bah écoute, félicitations, on veut vous offrir déjà un dossard pour l'année prochaine. Et puis en plus de ça, si vous pouviez nous enregistrer un petit message de 60 secondes pour nous dire un peu ce que représente le trail pour vous, et notamment l'Ultra Trail World Tour. Et ils ont passé ça, du coup, pendant la remise des prix de l'année 2017. Qui était en présence de François Den, que tu as eu, je crois, il y a pas longtemps sur Course Épique. Absolument, j'ai cette chance. Et puis Andrea Husser, à l'époque, c'était les deux vainqueurs du circuit en 2017. Donc c'était top, effectivement, de voir le petit passage enregistrement d'une 60aine de secondes avec, j'ai pris une vidéo avec le jet d'eau de Genève qui était assez typique. Donc ouais, c'était les 60 secondes de gloire, on va dire, qui n'étaient pas du tout la raison pour laquelle j'avais couru tout ça. Mais c'était sympa, un bon clin d'œil. La suite de la course à pied, pour toi, ça va être en 2018 l'UTMB notamment comme point central. Ça marque aussi un virage, peut-être, on peut dire ça, dans ta pratique et dans ton approche que tu décides de structurer un peu différemment de ce que tu faisais jusqu'à maintenant. Il y a vraiment un point de bascule, tu penses, que tu associes à cette UTMB 2018? Ouais, tout à fait. Je pense que quand on a le dossard pour l'UTMB, bon, on a envie d'en être digne, on va dire, donc on se prépare peut-être un petit peu différemment. Et moi, c'est une course que j'avais découvert, si je remonte à 2011, quand j'avais découvert mes premières courses à dossard, même si c'était sur route. Je m'étais renseigné un peu sur l'ultra, etc. Et j'avais découvert, donc bien sûr, Diagonale des Fous, Western States, UTMB, etc. Et notamment sur l'UTMB, j'avais regardé une vidéo du départ avec la musique de Vangelis, Conquest of Paradise, qui à l'époque résonnait beaucoup chez moi puisque mes parents l'avaient mise très souvent pour tester un peu leur son audio quand des amis venaient à la maison. Donc moi étant gamin, j'étais dans ma chambre et j'entendais Vangelis qui résonnait très fort pendant des heures au milieu de la nuit. Dès que j'ai eu ça, j'ai eu une espèce de réaction naturelle à me dire ok, je serai sur la ligne de départ un jour. Ça me paraissait complètement dingue à l'époque, mais il fallait que je sois sur cette ligne de départ. Et c'était le cas. Donc je me retrouve en 2018 à m'entraîner effectivement un petit peu plus sérieusement. Un ami Yann était qualifié également et lui, voir
Ouais, son sérieux à l'entraînement, il a commencé à travailler avec un coach à ce moment-là. Ça m'a aussi inspiré de me dire, attends, ça vaut le coup de s'y mettre un peu plus sérieusement. Donc, je me suis retrouvé sur la ligne de départ avec Vangelis qui a raisonné. J'avais les larmes qui coulaient des yeux au début de la course, même pas à la fin. Donc, c'était assez magnifique. Et effectivement, je pense qu'il y a eu une vraie bascule au niveau de mon lien à ce sport et au sérieux que j'avais envie d'accorder. Et une belle première, puisque tu as mis 31 heures sur cette UTMB. Ouais, tout à fait. Je visais les 30. J'ai eu des problèmes gastriques pendant 1 heure où je me suis arrêté. D'ailleurs, c'est aussi un souvenir qui m'a longtemps fait sourire. Je me suis retrouvé, je crois que j'étais à la Foulie, où vraiment j'étais pas bien. Je me suis retrouvé à vomir dans un sac poubelle au bout d'une table. Et puis un bénévole qui vient me voir et puis qui me demande, ça va, tout va bien? Je me souviens avoir levé la tête de mon sac en lui disant, bah oui, j'ai pas l'air d'aller bien là. Moyen. Voilà. Donc j'ai attendu une bonne heure et puis voilà, les 30 heures n'étaient plus accessibles, mais 31h31 je crois, et c'était effectivement, j'étais très content, il y avait ma famille qui était là, donc une belle première. Tu continues ta progression et ton développement dans l'ultra les années suivantes jusqu'au Tour 2022, donc on en parlera un tout petit peu tout à l'heure en amorce de ton Tour 2023, c'est important je pense pour bien comprendre ton cheminement. Quelles courses ou expériences sont ensuite marquées sur les années 2019, entre 2019 et 2021? Il y a encore pas mal de choses à ton actif. Qu'est-ce que toi tu as retenu de ces années-là? Ouais, là c'était pour moi vraiment ces années-là, c'était l'évolution envers toujours un petit peu plus de sérieux dans mon entraînement. J'ai rencontré une amie, je travaillais encore donc chez JP Morgan jusque fin 2019, donc en banque privée. J'ai rencontré mon amie Louise à ce moment-là, qui était quelques années plus jeune et qui s'entraînait de manière assez exemplaire. Elle faisait du triathlon Alpha Ironman à l'époque et c'était vraiment inspirant. Moi, j'étais là en train de manger mes burgers et mes frites et m'entraîner très peu. Et puis elle, je voyais une discipline à l'entraînement qui vraiment m'inspirait et m'a poussé donc à moi-même être toujours un peu plus sérieux à mon entraînement, d'augmenter le volume, d'augmenter un peu la structure également de mon entraînement, de moins mettre les courses dans tous les sens, mais d'être un petit peu plus réfléchi dans la façon dont je l'ai présenté, tout en suivant quand même l'appel de la passion. Donc en 2019, il y a eu effectivement quelques courses, dont le Oman by UTMB, qui se sont très bien passées. Et là, c'était une course où je me retrouve au milieu de la nuit à courir au milieu d'Oman UTMB, et puis avoir ma frontale qui se reflète devant la boucle d'oreille de quelqu'un qui court devant moi. Je me rapproche et c'était Sébastien Géniot. Okay. Là, quand on se retrouve dans une course à être au coude à coude avec quelqu'un à qui on demanderait plutôt un autographe, on se dit que il y a eu un peu de progrès. Bon, il se trouve que Sébastien attendait les deux frères Candide et il se trouve que c'était dans le sas de départ. Voilà, c'est ça. Non, j'avais quand même je sais plus combien, peut-être 50 km, mais effectivement, après, il a mis un peu l'accélérateur. J'ai partagé le podium avec lui à la fin. J'étais 5e, il était 3 ou 4e. Mais bon, il avait pris un peu d'avance. Bref, mais c'est là effectivement qu'on se rend compte qu'on progresse un petit peu. Et par la suite, oui, 2020, 2021, je suis retourné donc à l'UTMB en 2021. J'ai amélioré mon temps de 5 heures, je crois. J'étais 40e cette fois. 26h30. Voilà, tout à fait. Je crois. Et là, c'est pareil. Quand on passe sur la descente, des gens comme Casquette Verte, comme Robert Agenal, sur la dernière descente sur Chamonix, là, pareil, on se dit qu'il y a eu un peu de progrès et qu'on est un peu plus sérieux. Ça n'arrive pas par hasard, on va dire. Donc, à la lumière de ta grande expérience et toutes les courses auxquelles tu as pris part, qu'est-ce que tu pourrais dire de ce que tu penses être tes points forts et puis les zones sur lesquelles tu vois encore des améliorations possibles sur lesquelles tu travailles? Alors, d'un point de vue purement physico-technique, on va dire, j'ai un gros point fort sur la descente. Je suis vraiment et ça depuis assez longtemps, même dès 2017, en fait, quand je courais sans trop m'entraîner là-dessus, mon niveau en descente était 1, 2, 3 niveaux au-dessus de mon niveau moyen, entre guillemets. Donc ça tombe plutôt pas mal parce que la plupart des courses finissent en descente, donc ça me permet de rattraper toujours énormément de monde sur la dernière descente. En revanche, je me fais effectivement très souvent semer en montée. Maintenant que j'ai progressé, c'est toujours le cas, c'est-à-dire que mon niveau en montée est bien meilleur, mais par rapport à mes concurrents directs, il reste en deçà. Donc je me fais semer en montée et je rattrape vraiment sur la descente. Donc ça, c'est plutôt positif en termes de mental, parce que je sais quand je vois n'importe qui me dépasser, même sur la dernière montée, je sais dans la tête que ça finit sur une descente et que je vais pouvoir les rattraper derrière. Donc ça me permet d'avoir toujours ce côté, peu importe ce qui se passe, je vais pouvoir me rattraper par la suite. Donc ça m'a aidé. Tu parles de qualité physique, est-ce qu'il y a aussi toute une partie quand même psychologique sur les descentes, aussi d'avoir peut-être une capacité à toi relâcher un peu plus que les autres le frein à main et avoir une prise de risque plus importante? C'est exactement ça. Je ne sais pas s'il y a nécessairement plus de prise de risque. Il y en a peut-être eu dans le passé. Après, plus on progresse et plus on est en contrôle.
Mais j'ai tendance à dire qu'il y a plusieurs moyens d'avancer en descente. Soit on marche, alors là, bon, on perd beaucoup de temps, au moins ça fait pas trop mal. Soit on court avec le frein, soit on court effectivement free, donc c'est sans freiner, en se laissant aller, en laissant faire la gravité. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. Quand on court avec le frein, non seulement on va moins vite, mais en plus on se fatigue beaucoup plus. Donc je croise tout le temps, et sur le torse, c'est vrai plus que nulle part ailleurs, je croise tout le temps des gens qui me disent non, mais j'essaie de faire attention pour ménager mes quads, donc je ralentis, je freine en descente. Mais ils se rendent pas compte que c'est là justement qu'ils abîment leur quad beaucoup plus que s'ils pouvaient laisser totalement filer. Et donc je retrouve des gens qui freinent, qui arrivent en bas et qui sont crevés quand il s'agit de remonter, alors que quand on court vraiment libre, on arrive en bas et au contraire on est reposé et on est prêt à repartir sur une montée. Donc ça change tout, ça a la partie technique et effectivement un peu psychologique aussi. Moi, je suis la team, je me dégomme les cuisses et je vais à 2 à l'heure là dans la descente. Je vois bien de quoi on va travailler là-dessus, on ira courir ensemble. La relance derrière, c'est compliqué à chaque fois. Et oui, et donc les zones d'amélioration, plutôt les montées, c'est ça, globalement. Ouais, donc là, moi, j'ai vraiment du boulot à faire là-dessus en montée. C'est ce que j'ai fait beaucoup. On peut en reparler entre le tour de l'année dernière et celui de cette année. Et donc, j'ai vu déjà tout le travail, mais c'est vraiment encore là que j'ai une grosse marge de manœuvre. Et ça, c'est plutôt positif parce que il s'agit d'en faire, en fait. C'est un peu comme la vitesse, si on veut courir sur route, etc. De l'entraînement, c'est un peu bête et méchant, mais si on travaille, normalement, on va progresser. Alors qu'en descente, il y a des gens qui peuvent aller passer des heures et des heures en descente sans nécessairement progresser s'ils ne sont pas prêts à sortir un petit peu de sa zone de confort au départ. Tu l'as dit tout à l'heure dans ta présentation, tu es depuis 2019, donc depuis que tu as quitté JP Morgan, tu es coach, donc sur les termes d'engagement personnel, leadership. Quel périmètre tu couvres toi aujourd'hui globalement, à quel point ça rejaillit sur le sportif, et puis toi, à titre individuel, à quel point ta pratique pro est bénéfique sur ta propre pratique, ta gestion des ultras. J'imagine qu'il y a plein de ponts et plein de clés que tu peux mettre à profit aussi dans ta pratique sportive. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, bien sûr. Il y a vraiment un élément clé qui est une notion clé au centre de tout ce que je fais à titre personnel, à titre professionnel. C'est vraiment cette notion d'engagement personnel. Ce que j'entends par là, c'est que on peut avoir envie de faire quoi que ce soit, de réaliser quelque chose d'exceptionnel, ou pas forcément d'exceptionnel, mais de quoi que ce soit. On veut changer quoi que ce soit dans sa vie. Ça ne peut passer que par un vrai engagement profond là-dessus. De plus en plus, aujourd'hui, on a des sollicitations dans tous les sens, par l'extérieur, par la famille, par le boulot, par le téléphone qu'on a dans la poche et qui sonne tout le temps et qui essaie d'attraper notre attention toutes les 30 secondes. Toutes les compagnies à multimilliards de dollars qui dépensent ça tous les ans pour essayer justement de capter un peu de notre attention. Le seul moyen de réussir ce qu'on a réellement envie de faire, c'est de pouvoir s'y engager. Quand on regarde un athlète d'élite, que ce soit des gens qui se préparent pour les Jeux Olympiques ou ce genre de choses, on est impressionné par leur discipline, par leur volonté. Tout ce qu'il y a derrière, en fait, c'est un vrai pouvoir d'engagement. Le fait de pouvoir dire non, je suis engagé pour ce résultat, pour cet objectif, je vais donner tous les moyens, et on le fait. Ça paraît naturel chez des gens. La seule différence, c'est vraiment ça, cette notion d'engagement. Ce qui veut dire être habité quand même profondément et viscéralement par un objectif ou un projet. Alors ça, justement, ça peut venir comme ça. Disons, quand c'est le cas, c'est relativement facile. C'est-à-dire que quand on a cet engagement, comme justement l'athlète qui se prépare pour les Jeux Olympiques, tout le reste devient assez facile. Parce qu'on est habité. Donc, on se pose même pas la question, en fait, de savoir, est-ce qu'on va aller se coucher tôt pour se lever, aller à l'entraînement demain? Est-ce qu'on va dire oui ou non à telle ou telle sollicitation? Parce qu'on est réellement habité. Donc ça, c'est la partie facile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des gens qui ne sont pas forcément habités par ça, mais de créer ce même niveau d'engagement. C'est de montrer qu'on peut justement avoir ce même niveau d'engagement, créer cette discipline, créer cette volonté, même sans que ça vienne de très profond dans les entrailles, à condition qu'on le décide réellement. Moi, je fais un vrai travail avec chacun de mes clients, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou que ce soit en particulier, et surtout, bien sûr, avec moi-même. Je fais un vrai travail de prise d'engagement, justement, sur ce qui est important pour moi, et c'est ce qui fait absolument toute la différence. Et le gros challenge, j'imagine, c'est de maintenir constant cet engagement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a déterminé, qu'on s'est donné les moyens, comment est-ce qu'on tient cette discipline ou cette envie dans la durée? Exactement. Donc ça, le plus important, c'est que l'engagement soit fort dès le départ. Si c'est simplement une intention, j'ai créé une formule de l'engagement pour justement donner un peu transmettre un petit peu cette importance. C'est que l'engagement, c'est l'intention plus la priorité, moins les excuses. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il te faut une intention au départ. Si c'est quelqu'un qui te dit, il faut faire ci, il faut faire ça, non, on s'en fout. Si toi, t'as pas réellement envie d'atteindre un objectif X ou Y, c'est couru d'avance. Donc, il faut cette intention. Plus la priorité. Il faut être prêt à en faire une priorité. C'est pas simplement, je m'entraînerai quand j'aurai le temps, ou alors je fais ça. Non. Si tu veux apprendre une langue, si tu veux apprendre un instrument, si tu veux progresser en sport,
il faut être prêt à en faire une priorité. Et ensuite, c'est moins excuses. Donc attention, plus priorité, moins les excuses. Si tu cherches des excuses, tu vas toujours en trouver. Et ça égale quoi? Et donc ça, c'est la formule de l'engagement. Ça, c'est un vrai engagement. Et si vraiment tu es engagé, là, il n'y a aucun problème et tu pourras réussir absolument n'importe quoi. Mais chacun de ces éléments de l'équation est absolument essentiel. Si tu en enlèves un, il y a tout qui se casse la gueule, en fait. Parce que si tu cherches une excuse, encore une fois, oui, c'est facile à trouver. Oui, on en a toujours, oui, mais il y a un tel qui a fait ça, oui, mais c'est pas beau, oui, mais bien sûr. Et là, la question que je te posais en disant égal à quoi, c'était dans le sens, est-ce que ça peut être forcément égal au succès, mais c'est pas forcément le critère d'appréciation, en tout cas, c'est d'avoir un engagement de moyens finalement, c'est ça, pas forcément de résultat. Exactement, le résultat, c'est difficile de le garantir. En revanche, ce qui est sûr, c'est que sans cet engagement, là, on peut garantir qu'on n'aura pas le résultat. Donc, on peut pas devenir que ce soit se mettre en forme, que ce soit apprendre, je parlais de ça, d'apprendre une langue, que ce soit n'importe quoi, de trouver un nouveau boulot, peu importe quel est l'objectif qu'on a envie d'atteindre. Sans cet engagement, le résultat, il est évident, on n'aura pas. Donc, le seul truc qu'on puisse faire, c'est effectivement cette obligation de moyens. Je m'engage pour tout faire là-dessus. Et c'est là-dedans qu'on se réalise, en fait, et qu'on se libère et qu'on est épanoui au bout du compte. Quel que soit le résultat, en fin de compte. On a parlé un peu mathématiques, mais tu ne vas pas t'y soustraire, Martin, puisqu'on va passer à notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai 3 questions pour toi. La première d'entre elles, l'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté. Là, tu vois, ça va être lié à ce qu'on vient de dire ici, que ce soit pour moi ou pour mes clients ou mes proches, c'est le fait d'exploser n'importe quelle croyance limitante. Le fait de se dire ah non, mais ça c'est pas possible, ça je pourrais jamais atteindre ce niveau-là, ah non mais ça j'y arriverai pas. J'ai une amie récemment qui m'a dit justement qu'on en a tous de ça. Moi, dans le coaching, c'est effectivement au cœur de mon boulot. Et puis, elle m'a fait la réflexion que je donnais l'impression de ne pas avoir de croyances limitantes comme ça. Que si j'avais envie de faire quelque chose, j'y allais. Je réussis pas tout. Hein. Il y a plein de choses que je tente et que je rate. Mais il y a cette idée de, hey, si j'ai envie de le faire, pourquoi pas, en fait. Il n'y a pas de non, mais je peux pas parce qu'on m'a dit que non, parce que c'est pas pour moi, parce que j'ai pas ce qu'il faut. Donc, c'est vraiment le fait d'exploser toutes ces croyances, et il n'y a rien qui me rend plus fier que moi-même, déjà, d'atteindre quelque chose qui semble impossible. Et encore plus que ça, c'est quand quelqu'un vient voir en me disant non, mais ça, je peux pas. Puis ensuite, on en discute un peu, et puis la personne finalement se dit bah écoute, je vais essayer quand même. Et se rend compte au bout de quelques heures, quelques jours, quelques semaines, que si, en fait, c'était tout à fait possible et ils en étaient capables. Ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Deuxième question pour toi, Martin. L'émotion que tu gères le moins bien? La flemme. Moi, j'ai. C'est un état que tu connais ou justement que tu combats? Ouais, que je connais très bien tout le temps, que je combats parfois. Il y a plein de moments où ça me va très bien. En fait, je suis pas dans une logique d'accomplir toujours plus. Il y a des moments où j'aime bien être dans mon canapé et rien faire. Encore une fois, en 2017, c'était un très bon exemple. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui je m'entraîne plus que j'ai enlevé toute cette partie-là où je prends soin de moi et où je me repose et où je fais rien. Le seul problème, c'est que des fois, effectivement, ça se met en travers justement de certains objectifs. On parlait de discipline tout à l'heure. Ça, on le connaît tous. Hein. C'est d'autant plus vrai avec toutes les sollicitations extérieures. Il y a des moments où on a juste envie de dire stop et de rien faire. Il y a des moments où ça fait du bien et il y a des moments où il faut faire attention à pas se laisser attraper justement par le fond du canapé. Ça m'arrive encore bien souvent. D'où le besoin d'engagement à ce moment-là. Troisième question, Martin. Un moment qui aurait changé ta vie pour toujours. Tu en as peut-être parlé déjà. Peut-être c'est dans une autre sphère que sportive. Alors, c'est dans une sphère, dans un contexte sportif, mais avec des ramifications qui vont bien au-delà. Et je pense que c'était justement le Tour des Géants d'année dernière, qui a profondément changé ma vie à plein d'égards. Premièrement sportif, bien sûr, parce que ça m'a permis de me rendre compte à ce moment-là que je pouvais faire de grandes choses, que j'avais trouvé un peu, entre guillemets, ma spécialité, vraiment le format qui me convenait le mieux. Donc, voilà, c'est le fait de réaliser que, il y a de quoi aller assez loin, et donc c'est ce qui me donnait envie, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de passer de 20e à 15e, si c'est s'entraîner beaucoup plus sérieusement pour ça m'intéresse pas vraiment. Mais là, le Tour m'a permis de me rendre compte qu'il y avait vraiment de très très belles choses à réaliser, donc sportivement, ça a beaucoup changé. Humainement, émotionnellement, ça a été incroyable, une aventure absolument phénoménale avec mon crew. Il y avait ma petite amie et puis mon amie Louise, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui était avec moi sur toute la course. La ligne d'arrivée, je n'ai jamais vécu un moment aussi émotionnel. J'ai commencé à pleurer comme une madeleine, 300 mètres déjà avant la ligne d'arrivée. Alors le passage, ça a été encore plus incroyable. Parce que tu n'avais jamais donné autant sur une course? Est-ce que c'est aussi l'engagement que tu avais mis était proportionnel à l'émotion que tu as ressentie ensuite?
Un peu. Alors ça, c'est vrai surtout pour cette année. Là, je me suis donné énormément pour cette année. L'année dernière, c'était déjà un peu le cas. C'est plus le côté, justement, de réalisation avec d'une limite. Je pensais pas forcément être limité à ça, mais disons que c'est la première fois pendant le tour que je suis en partant de Courmayeur. Sur la première montée, j'ai regardé en arrière et je me dis, là, je pars pour 3 ou 4 jours dans la montagne, en fait. Ça dépasse l'entendement, ça dépasse bien sûr un Bacard d'Ultra, ça dépasse l'UTMB, ça dépasse tout, mais de 2 ou 3 ordres de grandeur, en fait. Donc, il y a vraiment à côté, je sais pas du tout où je pars. Et le retour, il est indescriptible. Le retour au bercail après autant de temps dehors, autant d'efforts soutenus, surtout avec en plus un aussi bon résultat à l'époque, c'était très très fort. Et puis, le dernier point, c'est professionnellement, où ça a changé aussi beaucoup de choses au niveau de cette notion d'engagement. On a le temps de penser pendant, c'était 81 heures en l'occurrence dans la montagne. Et donc, j'ai mis en place certaines choses qui sont aujourd'hui au cœur de tout ce que je fais professionnellement. Ça a été un vrai pivot dans la façon dont je travaille, dans la façon dont je m'exprime, dans la façon dont j'interagis avec les gens et sur ce que je réussis à créer justement avec les gens. Donc ouais, le temps l'année dernière a été un gros tournant. Un tournant. Exactement. Merci beaucoup Martin, désolé pour cette blague fumeuse pour terminer ce questionnaire de Proust. Je valide. Je vais planter brièvement le décor de ce Tour des Géants pour nos auditeurs. Donc c'est une compétition qui a été créée en 2010, qui se déroule dans 34 communes au cœur de la vallée d'Aoste. Elle traverse notamment le parc naturel du mont Havik, je ne sais pas si on prononce comme ça, et celui du Grand Paradis, connu pour leurs magnifiques paysages de lacs et leurs cols en altitude. Le parcours long en théorie de 330 km contre 25 cols de plus de 2000 mètres, 30 lacs et grimpe jusqu'à 3300 mètres d'altitude pour un dénivelé total de 24 000 mètres. Là aussi, c'est la belle théorie, c'est les chiffres annoncés, mais quand on va voir sur ton Strava, c'est pas exactement les chiffres qu'on retrouve. Le départ et l'arrivée de la course se situent en Italie à Courmayeur. Et les participants au nombre de 1092 cette année et qui ont le privilège d'être tirés au sort, condition sine qua non pour pouvoir participer, doivent boucler l'épreuve en 150 heures maximum. Le principe, c'est l'autonomie partielle avec plus de 40 points ravitaillement sur le parcours. Une dernière stat pour conclure et qui révèle le niveau de difficulté de la course. Il y a habituellement autour de 50% de finishers, donc ou d'abandon, ça dépend quand, si on voit le Tour à moitié plein ou à moitié vide. Cette année, ça a été 45%, puisqu'il y a eu 465 abandons pour 627 finishers. Martin, ça se passait très bien jusqu'à maintenant. J'espère que ça va continuer à être le cas, puisque c'est le moment de la question qui pique. Donc tout le monde a compris, on va parler de Tour aujourd'hui. Je vais donc te soumettre 5 affirmations dont la réponse inclut le mot Tour. Donc le choix de réponse qui te sera proposé, ce sera tortue ou taureau. Et en alternative, ce sera aucun ou les deux. D'accord ? Donc, je te pose une question, tu me réponds tortue, taureau, aucun ou les deux. C'est parti ? C'est parti. Son sexe est déterminé par la température. Tortue ? Ouais, exactement. C'est vrai pour les tortues de mer femelles. Voilà, quand elles vont à la mer, elles laissent leur nid et les œufs qui continuent de se développer par eux-mêmes. Le temps nécessaire à l'éclosion de l'œuf varie selon les espèces et est influencé par les conditions environnementales, dont la température du sable. Les jeunes tortues n'ont pas de chromosomes sexuels. Leur sexe est donc déterminé par la température du nid. Bravo, ça démarre fort. Ça démarre tort. Une fable de La Fontaine m'est dédiée. Tortue. Et les deux, il y avait un petit piège. Et ouais, il y a les deux taureaux et la grenouille, dont je te partage la petite maxime finale qui est que, hélas, on voit que de tout temps, les petits ont pâti des sottises des grands. Voilà, je t'invite à lire les deux taureaux et la grenouille que je ne connaissais moi-même pas avant de préparer cette émission, évidemment. Je ne dors que 30 minutes à 1 heure par jour. Je passe beaucoup de temps allongé, mais je ne passe que 30 minutes à 1 heure par jour à dormir vraiment. Taureau. Le taureau. Bravo. 2 sur 3. Tortue, c'est 4 à 7 heures pour information. Je me nourris principalement de végétaux. Les deux. Bravo. 3 sur 4, effectivement. Il y a les tortues aquatiques qui sont carnivores ou omnivores, mais on va considérer qu'elles ne font pas partie de notre jeu. Et la dernière question, je suis agressif quand je vois du rouge. Là, on va dire le taureau. Aucun. Oh. Eh ouais. Le taureau n'est pas attiré par le rouge. Ouais. En fait, il distingue mal les couleurs. C'est vrai, j'avais entendu ça. C'est plutôt le mouvement, en fait, qui les énerve plus qu'autre chose. Exactement. Ils ont une rétine qui a moins de cônes que la rétine humaine et donc ils ont une vision dichromatique, voilà, alors que l'homme a une vision trichromatique. Donc voilà, je pense que ça les empêche de voir le rouge. C'est plutôt effectivement le mouvement. Okay. Écoute, tu t'en es bien sorti. Il faudrait que tu appelles les organisateurs et que tu mettes ce quiz sur la ligne d'arrivée. Si on n'a pas minimum 3 sur 5, il faut repartir faire 10 km. Exactement, je pense que c'est pas mal. Un nouveau concept, effectivement. Je sais pas si on est dans un état de répondre à la moindre question après. Ce serait une torture, non, tu penses pas ?
Un peu, un peu, bien joué. Bien fait. Bon, j'espère que tu as trouvé cette question qui pique tordante, en tout cas, mon cher Martin. Absolument. On va se plonger un peu plus spécifiquement maintenant dans ta course et bravo à toi quand même. Tu as brillamment répondu à ces questions qui n'étaient pas si simples. On a parlé donc de ce qui a changé pour toi le Tour en 2022. Est-ce que tu peux peut-être juste rembobiner un petit peu et nous raconter dans quelles conditions ou en quelles conditions tu as créé en tout cas pour avoir l'opportunité d'y participer en 2022? Tu as eu un petit coup de pouce du destin d'ailleurs. Ouais, exactement. C'était assez ironique ce qui s'est passé l'année dernière au moment de la sélection. Je m'étais inscrit déjà en 2019. Disons que moi, depuis que je suis à Genève, voilà, l'UTMB avait une telle place pour moi que c'était presque systématique. Tant que je vivais à Genève, j'allais m'inscrire à l'UTMB tous les ans. CCC 2017, UTMB 2018, UTMB également pour 2020, ça a été décalé à 2021, TDS 2022, bref, c'est tous les ans. 2019, je l'ai pas eu, je me suis inscrit pour le Tour des Géants. Pas eu non plus à la loterie, alors qu'on avait plus de 80% des gens qui étaient pris, donc c'était vraiment pas de bol, mais tant mieux. Je pense que j'étais pas nécessairement prêt à l'époque en tout cas à réussir le Tour comme je l'ai fait l'année dernière. L'année dernière, je m'inscris avec un ami, Clément. On s'est motivé un peu pendant l'hiver et puis on a mis nos noms dans la loterie. 90% des gens étaient pris. Lui a été pris, pas moi. Bon, j'avais un plaisir. Je lui ai dit, allez, maintenant tu te débrouilles. Alors que c'est moi qui l'ai convaincu. Je lui ai dit, maintenant tu te débrouilles avec tes 350 km et moi je te laisse. Tu me raconteras. Voilà, je regarderai ça à la télé. Donc bon, un peu frustré bien sûr. Je retourne sur le site quelques jours après les résultats pour confirmer un petit peu la sentence que je n'avais pas été pris. Et là, j'aperçois, donc effectivement, je n'ai pas été pris, mais j'aperçois dans la liste des sponsors un tout nouveau logo que je connais plutôt bien puisqu'il s'agit de Kailas, qui était mon sponsor moi depuis fin 2020 et qui était devenu un des sponsors principaux de la course. Mais ça n'avait pas encore été annoncé officiellement. Moi, je n'étais pas au courant. Et donc, je vois juste le logo à quelques jours avant l'annonce officielle. Donc, je passe rapidement au coup de fil au manager de mon équipe. Et puis, je lui demande s'il y a une possibilité de m'avoir un dossard. Et donc, elle me rappelle quelques jours après en me disant, écoute, ouais, c'est bon, t'es dans l'équipe. Donc, non seulement je n'ai pas eu pas de chance, mais j'ai même eu un coup de bol d'être dans les 10%, parce que là, j'ai été invité, donc je n'ai pas eu à payer ma finance d'inscription, qui est quand même assez élevée. On est quasiment à 1 000 € pour le Tour des Géants. Donc, finalement, ça a été un gros coup de bol. Donc, je me suis retrouvé effectivement sur la ligne de départ à représenter en plus mon sponsor qui était un des gold sponsors du Tour des Géants. Tu as participé peu de temps avant ça, tu l'as mentionné là, juste à l'instant, à la TDS qui était 2 semaines et demie avant le Tour. Est-ce que c'est en soi une forme de pari ou est-ce que tu penses que c'est un jalon qui a sa place dans la quête d'une course comme le Tour d'avoir ce type de distance aussi rapprochée? Alors c'était effectivement assez proche, c'était là il y avait une semaine d'écart, donc il y avait 2 semaines entre le week-end du Tour et le week-end de l'UTMB. La TDS heureusement est en début de semaine, c'était le lundi soir, donc on couvrait tout le mardi, donc ça me laissait 2 semaines et demie de repos. Bon, si on suit n'importe quel précepte scientifique sur le repos et l'enchaînement des courses, c'était beaucoup trop court. Il se trouve que je m'étais inscrit à la TDS un peu sur un coup de tête en sachant que j'étais pas pris au Tour. Finalement, je me trouve quand même sélectionné. Et quand on a la chance d'être pris sur les deux, bon, j'ai pesé le pour et le contre. Je me suis dit que le Tour, j'y allais pour le terminer de toute façon. Et puis que la semaine de l'UTMB était tellement incroyable qu'on ne pouvait pas dire non à une course quand on avait un dossard. Donc, effectivement, j'ai fait le pari de faire les deux. Je n'avais pas d'objectif de performance sur le Tour. Il s'agissait vraiment déjà de le terminer et puis d'aller découvrir ce format assez inouï. Donc, j'ai fait la TDS 2 semaines et demie avant. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait 19e. Et donc, directement après, ça a été, OK, repos. Je sais plus qui disait ça. Je me souviens, c'est pas Woody Allen qui disait je dors peu, mais je dors vite. Donc, ça a été un peu l'objectif pour moi pour ces 2 semaines, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ton Tour de l'année dernière et la stratégie que tu as adoptée qui va être intéressante à mettre en perspective avec ce que tu as entrepris cette année et puis peut-être l'issue un peu inattendue de la course pour toi à titre individuel? Ouais, il y a une chose, je pense que voilà, toutes les personnes qui écoutent vont être familières avec ça, c'est qu'on le sait très bien dans tous les trails, quelle que soit la distance, dans tous les ultras notamment, tout le monde part beaucoup trop vite. Quand j'ai tout le monde, c'est vraiment tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui partent vraiment beaucoup trop vite et puis il y a ceux qui pensent partir correctement mais qui partent quand même trop vite. Donc sur 1000 personnes, il y en a peut-être 4 qui partent à leur rythme, mais encore c'est parce qu'ils ont des problèmes d'estomac au départ, mais sinon tout le monde part trop vite. On le voit bien à l'UTMB, on se dit que sur un Tour qui fait où même le vainqueur est à 70 heures, ça prendra sûrement un peu moins de folie un peu au départ, mais non, tout le monde part en sprint.
Donc moi, j'ai l'habitude, je commence à avoir un peu d'expérience, et c'est vrai que j'ai cette habitude de faire toutes mes courses un peu en remontada, en commençant un petit peu en arrière. En fait, je ne commence pas plus lentement, je commence au rythme le plus haut possible que je sais être capable de tenir pendant toute la durée de la course, en tout cas l'intensité. Et donc pour ça, je la capte avec mon rythme cardiaque, que je connais. Si je fais une course de 5 heures, je sais que je peux aller jusqu'à tel battement par minute. Si je fais une course de 10 heures, c'est un peu au-dessus, une course de 20 heures, une course de 30 heures, etc. Donc dès le départ, moi je commence le temps en 2022 avec un rythme que je m'impose. Donc je suis obligé de laisser passer des gens qui ont l'air d'être moins en forme que moi, notamment qui ont des numéros de SAR beaucoup plus hauts que moi. Et c'est pas grave, je laisse passer. J'arrive à la première montée, au bout d'un peu moins de 2 heures de course, et je devais être autour de la 100e position. Je fais la première descente où je rattrape beaucoup de monde, encore une ou deux petites montées, et à la première base de vie, là, je me retrouvais déjà autour de la 15 ou 20e position, quelque chose comme ça. Donc, ça te donne tout de suite une petite idée sur les 100 qui sont partis devant moi. Il y en avait 80 qui faisaient absolument n'importe quoi, qui respiraient comme des taureaux. On en parlait tout à l'heure. et voilà, on voyait les tortues derrière qui les ont très largement rattrapés. Donc ça, c'était c'est le début vraiment de la course, et c'est vrai dans n'importe quel ultra, mais encore plus vrai, bien sûr, sur un Thor. Ça fait partie des conseils que tu partages, pardon, je t'interromps, Martin, mais sur Instagram, qui est... J'invite les gens à aller suivre ton compte. C'est quand tu reviens sur ton Thor de l'année dernière. Donc, un des conseils, c'est ne pars pas trop vite au départ, puis ralentis, car tu es quand même parti trop vite. Si, promis. Et je pense que ça évoque aussi ce que tu viens de raconter. C'est l'autre conseil que tu donnes qui est en ultra. Soit tu fais ta course et tu vas au bout, soit tu cours celle des autres et tu mets le clignotant avant la fin. Et je crois qu'il y en a une autre sur laquelle tu évoques aussi le fait de garder la tête froide, quoi, globalement, d'être aussi de se faire confiance. C'est, je pense, des choses que tu as très bien mis à profit, en tout cas, l'année dernière. Et puis, encore cette année, d'être là pour ta course à toi, quoi, de pas te tromper de combat et être serein, quoi. Exactement. Autant que possible. Garder la lucidité autant que possible. Exactement. Et c'est dur, ça. C'est dur quand les gens partent devant, surtout quand on commence à viser, pas forcément un classement ou le haut du classement, mais ne serait-ce qu'une performance, de se dire, j'aimerais être à peu près à ce classement-là ou ce temps-là pour finir ma course, l'UTMB, qu'on aimerait finir en moins de 30 heures, etc. C'est très compliqué de voir partir autant de monde. Mais encore une fois, dès qu'on a un peu d'expérience, et surtout quand on fait l'expérience, quand on se force une fois ou deux, on parlait de discipline tout à l'heure, d'engagement. Moi, j'ai un truc justement pour réussir à faire ça et à ne pas partir trop vite. Et quand on arrive à se mettre ce niveau de discipline et d'engagement, et qu'on voit surtout les résultats que ça apporte, là, on en est très vite convaincu, en fait. Donc ouais, c'est exactement ça. Donc il y a eu un petit double effet qui se coule avec ton Thor, puisque tu as franchi techniquement la ligne en 5e position l'année dernière, mais que au jeu des vagues, voilà, tu t'es trouvé malheureusement mis hors du podium des 5 premières places en tout cas. C'est ça. Je reviens juste sur ce qu'on disait avec le fait de garder la tête froide avant. À la mi-course à peu près, j'arrive, donc au bout de quasiment 200 km, j'arrive au refuge de Lac Rouba, où j'arrive en 6e position. Et il y avait un coureur que beaucoup connaissent, qui est un excellent coureur, qui s'appelle Damian Hall, qui avait un moment dans la course peut-être 2 ou 3 heures d'avance sur moi. Et là, mon crew à l'époque me dit, Damien n'est pas très bien. Je dis, bon, où est-ce qu'il en est? Et puis, il tourne la tête et il dit, il est là, juste à côté de toi, au ravito. Waouh. Il s'apprête à repartir. Moi, j'avais prévu de dormir à ce moment-là. Donc, j'ai hésité. Là, pas pareil de se dire, on fait la course des autres. J'aurais pu essayer de le suivre. C'est Damian Hall, je peux courir avec lui. Pareil, là, c'est quelqu'un à qui j'aurais plutôt volontiers demandé un autographe. Tu voulais être dans son Hall of Fame, tu penses? Et voilà, ouais, j'aurais pu effectivement partir, exactement. Et, pardon. Mauvais jeu de mots. Ah oui, je l'avais même pas eu au départ. Voilà. Je me demandais un peu, exactement. Toute blague expliquée est une blague perdue. Ouais, oui, mais ça va, j'ai réussi à l'avoir avant que t'aies besoin. Et du coup, non, je laisse repartir, je fais ma sieste. Je suis reparti 1 heure après lui, donc ça fait mal quand on est en course. Voilà, on parlait de garder la tête froide. Et il se trouve que je l'ai rattrapé 1 heure et demie après. Donc en 1 heure et demie, je l'ai rattrapé 1 heure de course parce qu'il titubait, il somnolait, il essayait de dormir au bord du... Donc ça, c'était vraiment crucial. À partir de là, c'était 40 heures de course. J'ai passé les 40 heures suivantes tout seul. Totalement tout seul. Il y a une personne qui m'a doublé, c'était Sabrina Bergy, qui était la vainqueur chez les femmes, qui est devenue une super amie. Mais sinon, je n'ai pas vu un seul autre coureur homme pendant 40 heures. Je continuais de demander où est-ce qu'ils en sont devant, j'arrivais pas à les rattraper. J'étais longtemps 2 heures derrière eux, ça a fini par s'agrandir un petit peu le gap. Je n'arrivais pas à les rattraper. Et derrière, j'avais 2 ou 3 heures d'avance. Je demandais à mon crew, je demandais au refuge, on me disait t'as 2 ou 3 heures d'avance. Donc à la fin, au bout de 330 km, je te cache pas qu'on est quand même un peu fatigué. Donc chaque opportunité que je pouvais prendre, où je pouvais essayer de faire une petite sieste, je la prenais.
en essayant de garder mes 2 ou 3 heures d'avance sur celui de derrière. Jusqu'au dernier avito, avant le dernier col, je demande j'ai combien d'avance? On me dit t'as 2h30 d'avance, t'inquiète pas. Je vois le nom d'un gars qui avait l'air à côté de moi dans le ranking, je dis et ce mec-là? Le gars du ravitaillement regarde et il me dit non, c'est bon, t'inquiète pas, t'as 2 ou 3 heures d'avance, il est même pas encore au ravito d'avant qui était 1500 mètres plus bas. Je me dis très bien, donc je prends mon temps, je finis quand même comme je peux, mais on va pas risquer une intense à ce moment-là. Donc je passe la ligne en 81 heures, on me dit bravo, 5e position, il y avait 5 places sur le podium. Pour moi, j'avais couru pour mon sponsor notamment, c'était top de pouvoir les représenter sur le podium, c'est un rêve éveillé. Et donc on me dit bravo, on te voit dimanche à la remise des prix sur le podium, super, etc. Parfait, j'attends un petit peu avec mon crew, très bien. On commence à rentrer et à marcher vers l'hôtel, et là je vois un mec arriver en sprint, mais avec les bras vraiment au niveau de la tête, quoi. Il courait, c'est phénoménal. Et en fait, j'ai appris après que c'est quelqu'un qui est arrivé 1 heure après moi, qui était parti 2 heures après. Il y a effectivement 2 vagues, une à 10h, une à midi. Normalement, les meilleurs coureurs sont à 10h. Lui, c'est un coureur qui n'avait pas de cote ITRA valide. Elle était plus valide, mais c'était un excellent coureur qui aurait largement dû être parmi les favoris. Et il s'est retrouvé à partir à midi. Donc, il a fait toute sa course en étant 2 heures derrière moi. Moi, il n'était pas du tout sur mon radar. Et donc, on m'a dit normalement sur un top 10, c'est toujours fait au gun. En fait, c'est à toi d'être dans déjà la première vague et puis d'être à l'avant du peloton. On peut pas imaginer quelqu'un remporter le marathon de Paris en partant un petit peu derrière le satellite et puis en arrivant quelques secondes après le premier, en fait. Donc, on fait pas ça à la puce. Normalement, c'est que au temps scratch. Et là, non, rien voulu entendre. Moi, j'essayais pas nécessairement de faire changer ça, mais en tout cas d'avoir au moins des excuses de leur part. Et ils m'ont parlé de manière assez rude. L'organisation, ça a été assez déplaisant. Mais bref, donc ils me repoussaient dans tous les cas de ma 5e à la 6e place. Moi, j'ai vu ça comme pas de problème. Je suis tombé amoureux de cette course. Je serai là pendant 10-15 ans. Et ça a ajouté un peu d'huile sur le feu pour cette année. Il y en a beaucoup, j'imagine, mais les enseignements que tu as retenus et que tu as mis à profit là, dans ta préparation pour 2023, quels sont les curseurs que tu as fait bouger? Alors, comme je le disais, au niveau de la progression, mon point faible était vraiment la montée. C'est-à-dire que je voyais tout le monde, ceux que j'essayais de suivre, avec qui j'essayais de me battre, me semer très largement en montée. Donc, il n'y avait aucun doute là-dessus. Il fallait que je travaille sur ma montée, bien sûr. Sinon, le fait de faire sa course, comme on en a parlé, surtout pas se faire avoir, donc vraiment gérer sa course comme on l'entend. Bien entendu, la nutrition est essentielle dans n'importe quel ultra, mais c'est encore plus vrai sur un top. Et puis, ce qui était intéressant, c'était le sommeil. Gestion du sommeil, on peut serrer les dents sur un UTMB, sur un 100 miles, quand on va courir jusque 25-30 heures, 40 maxi. Au-delà, ça devient vraiment assez compliqué. Donc, il faut gérer ça intelligemment. L'année dernière, j'avais dormi quelque chose comme 1h15. J'étais assez fier de moi. Je m'étais dit, waouh, c'est très peu de sommeil sur 3 jours. Et en arrivant, j'avais appris que les 5 de devant avaient tous dormi moins. Ouais. Là, effectivement, je me dis, waouh, il y a quelque chose à faire là-dessus. Comment est-ce qu'on peut se préparer sur ça, je t'interromps, mais sur le sommeil, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut entreprendre avant, si ce n'est décider d'une stratégie de micro-sieste ou autre pendant la course? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour avoir les batteries les mieux chargées possibles pour gérer ça, ou en tout cas être la bonne disposition mentale pour tenir? Alors, ça dépend déjà, bien sûr, ça va être très personnel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans tous les cas, il faut essayer d'emmagasiner du sommeil au préalable. Donc, les 2 semaines avant la course, essayer de faire les plus longues nuits possibles. Ça paraît aussi un peu évident. C'est quelque chose que j'ai pas réussi à faire pendant un temps, mais que j'avais fait justement pour le tort. Et puis ensuite, ça dépend de ce qu'on vise. C'est-à-dire que essayer d'aller dormir que 1 heure et quelques, si on veut être un peu plus loin au classement, si on vise simplement de finir, ça sert à rien en fait. Il faut essayer de se mettre vraiment dans les meilleures dispositions. Mon ami Clément, qui avait été pris en même temps que moi, il a terminé la course à la 40e position, quelque chose comme ça, sur 1000, donc c'est quand même un sacré bon classement. Et il a fait à peu près 101 heures. Il y avait 6 bases de vie. Il a pris une douche et il a fait une bonne sieste dans chacune des bases de vie. Donc, ça donne une idée, en fait. Et il a fini pour autant 40e sur 1000. Donc, ça donne un peu une idée de ce qui est possible sur quelque chose d'aussi long. Donc, à part les quelques coureurs de devant, on n'a pas besoin de se mettre dans des états pas possibles. On peut prendre son temps. On a des bases de vie. On a plein d'endroits où dormir, avec un vrai lit, avec une vraie couette, etc. Donc, on peut gérer ça comme ça. Après, il s'agit de voir ce qui marche effectivement pour soi. Ce qui est vrai aussi, c'est que moi, je pars pour 3 jours. Il y a à peu près 3 nuits dehors. Des gens qui finissent en 6 jours, c'est beaucoup plus de nuits dehors. Donc, c'est important dans ces cas-là de bien dormir dès le début, dès la première nuit. Pourquoi pas de dormir 1 heure ou 2 pour vraiment avoir cette habitude. Et ensuite, il s'agit surtout de s'écouter et donc de dormir quand on a notre jour.
quand il reste 200 km, essayer de serrer les dents et puis de se dire non, je peux tenir, il est 3 heures du match, je peux tenir jusqu'à l'aube. Non, ça sert à rien. On est en train de se bousiller la nuit suivante, en fait. Et puis après, voilà, quand on part sur une aventure comme le Tour, si on n'a pas d'objectif de performance très élevé, là, il faut savoir que oui, tu peux te poser dans un refuge et dormir pendant 2, 3, 4 heures. Et là, tu te réveilles et t'es prêt à partir, tu te sens comme le roi du monde. Tu fais le choix très assumé d'exposer ton objectif sur la course et de l'annoncer. Est-ce que c'est pour toi aussi une façon de te motiver, de créer des conditions d'atteinte de ces objectifs ? Pour cette année, ouais, c'était assez intéressant. Donc, j'ai fait 81 heures l'année dernière pour donner effectivement le contexte. Donc, j'ai passé la ligne 5e homme. Finalement, j'étais 6e homme. Le vainqueur, la victoire se situe généralement autour des 70 heures. Des fois un peu moins, mais souvent à 70 heures. Et sous les 75 heures, on est sur le podium. À 74 heures, on est sur le podium tous les ans depuis la création du Tour, jusque l'année dernière. Ça donne à peu près une petite idée. Moi, mon objectif, en tombant fou amoureux de cette course et en sachant que je vais y passer les 10, 15, 20 prochaines années de ma vie, c'est forcément, ça je ne le cache absolument pas, c'est de le gagner un jour. Le plus tôt sera le mieux, mais si ça doit prendre 5 ans, ça prendra 5 ans. Donc, l'objectif était dans un premier temps de descendre à 75 heures cette année, peut-être 72 l'année prochaine, 70 la suivante, et puis essayer après d'aller chercher quelques minutes ici et là par l'expérience, par la progression, etc. Donc, j'ai fait une grosse préparation, notamment depuis le mois d'avril, où j'ai vraiment axé l'entraînement sur la montée et sur le volume, chose que je n'avais jamais faite au préalable. Je suis arrivé au Tour l'année dernière avec 80 000 mètres de dénivelé positif dans les jambes. Cette année, je suis arrivé avec quasiment 160 000. Donc, bon, c'est pareil, je ne recommande pas nécessairement une augmentation pareille. Mais voilà, je me suis bien écouté, j'ai fait ça sur toute l'année. J'étais légèrement en sous-entraînement l'année dernière. Là, je dirais pas ça de cette année. Et donc, oui, effectivement, j'ai affiché mon objectif qui était de viser les 75 heures. J'ai eu plusieurs messages de gens qui me disaient « Waouh, respect quand même d'afficher ça publiquement, ce que personne ne fait. » On est dans une culture un peu de la langue de bois. « Oh, moi, je veux juste terminer, etc. » Je pense qu'il n'y a rien de mal à dire. Il n'y a pas du tout d'arrogance au fait de dire que je vise telle ou telle chose. Le fait de dire « Oh, je vais faire 75, c'est facile. » Ça, ce sera arrogant. Mais je pense que tu trouveras jamais une trace de moi parlant comme ça. Donc c'est simplement effectivement de mettre cet objectif, de le rendre concret, et puis ouais, potentiellement de le rendre officiel en termes d'engagement. Une fois qu'on en parle clairement, on peut difficilement faire demi-tour. On est au moins engagé pour. C'est une course donc, que tu connaissais, que tu as eu l'occasion aussi de reconnaître. Voilà, les signaux sont globalement positifs. Tu as quand même un petit rhume que tu traînes depuis l'UTMB auquel tu n'as pas participé mais sur lequel tu étais, que tu traînes depuis un petit moment, en tout cas un mal de gorge. Globalement, tu as une source d'appréhension malgré tout ça, compte tenu de ton état général et des dispositions dans lesquelles tu arrives. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe un peu plus que la simple perspective de la course ? Est-ce qu'il y a un sujet d'inquiétude pour toi particulier ? Alors effectivement, j'ai fait un gros boulot, comme je le disais, sur le volume. J'ai reconnu 260 km du parcours sur les 350, notamment toutes les parties de nuit, etc. Donc voilà, j'ai passé une bonne partie de mon été dans la région sur les chemins du Val d'Aoste. J'ai enchaîné pas mal, des gros week-ends. Je me reposais souvent la semaine et je faisais gros week-ends. Depuis mi-juin, j'étais tous les week-ends en montagne avec au moins 7000 mètres de dénivelé par semaine en moyenne. Donc je sais que le boulot était là. Je fais une dernière sortie de reconnaissance fin août avec Clément et Sabrina que j'ai mentionné plus tôt. Et là, je me rends compte, alors qu'ils étaient meilleurs que moi en montée l'année dernière, là, je me rends compte que je dois faire attention de ne pas les semer alors que je vais à un rythme assez qui me semble être assez confortable. Donc, c'est là que je me dis que l'entraînement a vraiment payé. Les deux sont assez impressionnés d'ailleurs de l'évolution que j'ai pu avoir cet été. Donc, pour moi, tous les voyants sont ouverts. Je lève le pied 2 semaines avant, donc vraiment tous les voyants sont ouverts. Il y a juste effectivement cette petite toux qui commence le week-end juste avant la course. Je suis absolument jamais malade. Mes parents sont médecins, donc on a un peu l'habitude de « oui, bon, c'est bon, tu tousses un peu, ça va passer ». Et donc, je me dis ça en début de semaine. Finalement, voilà, tout était ouvert, toutes mes stats sur la montre, les variabilités de mon rythme cardiaque, etc. Tout était béton. Et puis là, ça se met à se casser la figure. Il y a tout qui se... Alors, je me dis que c'est un peu psychosomatique. Peut-être que je suis en train de je me fais peur. On a un peu des douleurs fantômes quelques jours avant la course. On a tous connu ça. Donc, je m'en fais pas trop. Mais du coup, je ne fais rien pour essayer d'endiguer un petit peu ça. Et effectivement, cette petite toux toute légère se révèle être un peu plus gênante que ça. Je me rends pas compte en partant. Je me dis que ça va à peu près. Mais il se trouve que, voilà, au bout de 24 heures de course, je me rends compte assez vite que c'était le souci. Mais au départ, j'arrive... À part cette petite toux qui m'embête,
je suis en top forme et je me dis qu'on va passer 3 belles journées dans le Val d'Aoste. Martin, donc tu démarres la course fidèle à la stratégie que tu avais en tête, donc à rythme modéré. On va faire une espèce de gros paquet de la première partie de course qui ne fait que 150 km, donc ça prend le temps d'une phrase, mais c'est un sacré nombre d'heures passées sur les sentiers. Comment est-ce que se passe là cette première journée? Est-ce que tu profites du moment, voilà, à quel point est-ce que tu peux un peu nous illustrer peut-être la technicité de la course, les dispositions dans lesquelles tu es, les points de passage avec ton équipe, les deux personnes qui sont venues avec toi, dont tu as parlé tout à l'heure, Aurèle et Louise. Est-ce que tu peux nous raconter globalement cette première partie de course avant qu'on s'intéresse plus particulièrement au final? Oui, bien sûr. La course commence donc effectivement fidèle à ma stratégie. On commence le dimanche matin à 10h. Le dimanche et le lundi sont 2 journées extrêmement chaudes. Pas un nuage, une trentaine de degrés en vallée et même en altitude. Donc vraiment, vraiment compliqué. Voilà, fidèle à ma stratégie, je bloque effectivement mon cardio pour ne pas partir trop vite. Et là, je me rends compte qu'effectivement, je vais un peu moins vite que prévu. Ça va quand même, c'est mieux que l'année dernière, mais c'est un peu moins rapide que prévu. Je suis un petit peu anxieux, mais à la fois tout se passe bien. Je suis quand même en train de remonter. Donc, première journée passe, la première nuit arrive. C'est la deuxième section du parcours. Là, c'est 3 énormes montées. Sur l'UTMB, la plus longue montée fait à peu près 800-900 mètres, on va dire, montée sèche. Sur le Tour des Géants, on a une douzaine de montées qui font plus de 1300 mètres d'un coup, en fait. Donc là, on est sur un monde totalement différent. Et notamment la première nuit, on prend 3 montées de 1300, 1300 et 1800. Donc de nuit, avec des descentes et des montées. D'ailleurs, tout le parcours tout le temps extrêmement technique. Des cailloux tout le temps, des racines, toujours bien raides. Donc bon, voilà, ça tape un peu sur les organismes, surtout sur ceux qui sont partis trop vite. Moi, ça va, je pars effectivement pas trop vite, je rattrape les gens au fur et à mesure, donc je suis un peu anxieux parce que je sens que quelque chose est très légèrement off, mais à la fois, je commence à remonter effectivement le classement. Dès la fin de la première nuit, je dois être autour de la 12e place, et quand on arrive à un peu plus de 24 heures, quand on arrive à Donas, qui est donc au bout de 150 km, là, il fait encore un gros coup de chaleur, et je repars, je dois déjà être, il me semble, à la 9e position, ou quelque chose comme ça, quand on est là. Donc, tout va selon le plan, on va dire. Les gens devant, moi, je m'attends à ce qu'ils lâchent prochainement un par un, comme c'est le cas absolument tous les ans. Donc, à ce moment-là, moi, s'il y a un classement en place, peut-être vers la 3 ou 4e position qui serait top. Pour l'instant, je me considère tout à fait dans les temps. Est-ce que tu as des moments de moins bien quand même? J'imagine que oui, mais sur des journées comme celle-là, et à enchaîner des grandes ascensions, etc., est-ce que tu connais quand même des moments moins faciles? Est-ce que tu as des moments de lassitude aussi? Ou est-ce que globalement, sur les 24 premières heures, ça reste gérable? Alors, moment de lassitude, pas trop, parce que c'est vraiment l'endroit, c'est là que j'ai envie d'être, en fait. C'est vraiment, j'ai attendu 1 an pour ça, donc chaque minute, pour moi, je m'éclate et je suis ravi d'être là. En plus de ça, le parcours est absolument magnifique. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande d'aller faire un tour sur les sentiers du Val d'Aoste. C'est prodigieux ce que c'est beau. Et beaucoup plus sauvage aussi que ce qu'on peut trouver autour du Mont Blanc, notamment. En revanche, coup de moins bien, oui, au bout d'une vingtaine d'heures, j'ai un petit problème d'estomac. Je m'arrête sur un caillou, je passe un coup de fil à mon crew, 3 minutes. Au moment où je raccroche, c'est parti. Plutôt pas mal ça. Donc j'ai pu reprendre mon rythme, ça allait. Et ensuite, c'est après Donas, effectivement, en repartant, là, je m'attaque à la section la plus compliquée, déjà en plein soleil, ensuite de nuit, et puis extrêmement technique. Même le vainqueur, Franco Collet, qui finit en 66 heures, généralement, il fait même pas du 4 km/h sur cette section de 50 km, qui est vraiment très dur. Et là, je commence dès le départ, et c'est là que c'est horrible. C'est là que je sens que la toux est plus sérieuse que je le pensais. Peut-être que c'était un Covid, peut-être que c'était, je sais pas, mais en tout cas, je commence à monter, et là, ouais, je me sens quasiment comme un asthmatique. Je n'arrivais plus à respirer. Il faisait chaud, d'accord, mais bon, j'ai un peu l'habitude de la chaleur. Et je n'arrivais plus. Donc là, je m'arrête à un moment, j'appelle mon crew et je savais pas quoi faire. J'étais tout près d'abandonner à ce moment-là parce que je vais pas pouvoir continuer 200 km de plus alors que j'ai vraiment du mal à respirer. L'air ne rentrait pas. Je faisais quasiment de surplace. Et donc là, ouais, ça fait un petit peu peur. À partir de là, j'ai trouvé, entre guillemets, la solution. C'est-à-dire que je me suis un peu raclé la gorge. C'est pas très élégant, mais je me suis raclé la gorge un peu puissamment. Ça a notamment libéré un petit peu la trachée. Je me suis rendu compte que c'était pas une toux sèche, que c'était un peu plus gras que je pensais. Mais ça a permis de libérer tout ça. Et là, je pouvais respirer mieux. Donc là, je suis reparti. Donc j'avais appelé mon crew quand elles m'ont vu arriver finalement en pleine forme. J'ai dit, c'est bon, je suis de retour. Et en fait, j'ai passé effectivement les 20 heures à suivre, de 30 à 50 heures de course, à me racler la gorge très puissamment pour m'assurer que ma trachée restait libérée. Donc j'ai repassé, je crois que c'est Julien Chaurier qui a abandonné, il avait un problème au ménisque, et j'ai rattrapé Sanjay Sherpa également. Donc je suis passé de la 9e à la 7e place, sans accélérer ni quoi que ce soit,
en me raclant la gorge toutes les 3 minutes pendant 20 heures. Le problème quand on fait ça, c'est que on irrite un peu la trachée. C'est quand j'ai fini avec la trachée totalement irritée. Et puis, je me suis retrouvé, donc là, on est au bout de peut-être 200, quasiment 250 km. J'ai la trachée complètement irritée. J'ai du mal, du coup, à respirer. Et les 4 de devant, donc il y a 2 qui sont devant, c'était Franco Collet et Romain Olivier qui étaient vraiment, ils faisaient la course en tête. Et ensuite, il y avait un quatuor qui me semblait indéboulonnable. Ils couraient ensemble, donc ça peut vraiment être très utile de courir tous ensemble. Et moi, je suis à leur trousse depuis maintenant 30 heures. Et ils n'ont pas l'air de vouloir freiner. Et moi, j'ai ma trachée qui m'empêche de respirer. Donc là, petit coup de moins bien, effectivement. Ce quatuor là devant toi, tu avais l'intention de revenir sur eux ou est-ce que c'est vraiment en appliquant la stratégie que tu avais en tête et finalement par ta constance que tu as réussi à naturellement les rattraper? Parce qu'il y a eu des écarts assez significatifs. En très peu de kilomètres, tu as gagné énormément de temps sur eux. Tu les as rejoints globalement autour du 250e kilomètre, non, à 50 km de l'arrivée, plutôt vers Olomont, c'est ça? Est-ce que c'est toi qui as changé quelque chose dans ton approche ou c'est finalement eux qui ont été un peu moins rapides? Alors, encore une fois, il faut vraiment faire sa course. Que j'avais convenu avec mon crew, c'était OK, on peut commencer à courir à partir vraiment faire la course à partir de Olomont ou de Saint-Rémy, donc Olomont qui l'atteignait à base de vie à 300 km ou Saint-Rémy à 320 km. Le total fait 350, on est pas réellement à 330. Mais jusqu'ici, il fallait vraiment que je courais à sa course et puis aller le plus vite possible tout en restant à contrôle. Je faisais des pauses très courtes. Ma plus longue a durer peut-être 25 minutes. Je n'avais pas dormi jusqu'ici, donc fin de après la première nuit, donc on attaque la deuxième nuit et je n'avais donc toujours pas dormi. Je les rattrape donc courant de la troisième journée plutôt, donc c'est le mardi et puis un début de soirée. En fait, il y a un moment où, en repartant de Val Tournanche, qui est la base de vie avant, comme je le disais, la trachée est complètement irritée, j'avais vraiment du mal à avancer. Je me suis décidé pour la première fois, c'est malin, à aller voir un docteur, une infirmière, les secours. Quelle drôle d'idée. Voilà, moi, je vais passer, encore une fois, parent médecin, donc j'ai eu l'habitude de ne jamais aller voir le médecin. C'était, débrouille-toi, ça va passer. Donc là, je suis jamais allé voir qui que ce soit pendant 250 km. Finalement, je vais voir quelqu'un qui regarde, qui voit que ma trachée est extrêmement irritée et donc il me met un peu de cortisone en inhalation pendant 15-20 minutes. Bon, l'idée, c'était juste de libérer un tout petit peu ma trachée pour que je puisse respirer. Je repars de ce truc-là. Alors là, effectivement, ça me permet de respirer. Alors, au bout de 300 km, 250, on se rend compte qu'on retrouve enfin des sensations normales. Là, ça a fait plaisir. Donc, j'ai pu effectivement reprendre. Je faisais mes descentes à fond les ballons. Comme je le disais, je pense que je suis vraiment un des meilleurs, potentiellement le meilleur du champ sur les descentes. Pour les fans de Strava, j'ai chopé quelques couronnes sur la route. C'est assez rare de faire ça sur un segment alors qu'on court une course de 350 km. Mais en descente, effectivement, voilà, moi, j'ai pas de frein à main, en fait. Donc là, je commençais à les rattraper au fur et à mesure. Et puis on a eu un moment une énorme pluie. J'arrive donc à le ravitaillement de Oyas, qui est juste avant la base de vie de Olomont. Et puis je dis à mon crew, OK, on se dépêche, je mange, je suis très bien, pas besoin de rester plus de 2-3 minutes. Je suis en top forme. Et là, je leur dis, non, mais je vais les rattraper devant. Moi, je suis en train de les bouffer à un rythme pas possible. Parce qu'à 4, ils peuvent s'entraider. Le problème, c'est que dès qu'il y en a un qui commence à avoir un petit coup de main bien, ils vont forcément aussi vite que le membre le plus lent du groupe, en fait. Donc, puisque ce que tu expliquais, ils ont couru ensemble, mais ils ont fait le choix. Enfin, c'est un choix aussi assumé de la jouer collectif, quoi, en gros. C'est ça. Alors, je pense que s'il y en a un qui avait vraiment eu un gros coup de barre, ils allaient devoir le laisser, bien entendu. Ils n'allaient pas marcher en descente juste pour attendre quelqu'un. Mais forcément, donc, ils s'attendaient un petit peu. Donc, il y a tout le positif, notamment pour la nuit, pour affronter, qui permet de s'accrocher à un groupe. Mais inversement, ça les fait aussi ralentir un petit peu. Donc, moi, en étant tout seul, c'est plus dur parce que je suis tout seul. Mais si j'arrive à garder le moral, voilà, je vais le plus vite que je puisse aller, en fait. Donc, je dis à mon crew à Oyas que je suis en top forme et hop, on met la frontale, on attaque la troisième nuit. Et effectivement, j'arrive juste avant 23h à Olomont, où là, ils étaient donc tous les 4. Et ils sont arrivés, il y avait une espèce de checkpoint un quart d'heure avant la base à Olomont. Et ils étaient donc posés tous les 4. Il y en a un ou deux qui voulaient aller dormir. Et puis là, il y a un des bénévoles qui annonce, Martin arrive d'ici 15-20 minutes. Et il y en a un des 4, un Italien, qui voulait pas y croire. Il était un peu irrité, il avait pas dormi. Et en gros, il a quasiment gueulé sur les bénévoles ou sur son crew en disant, non, mais c'est n'importe quoi. Vérifiez un peu vos données au lieu de dire n'importe quoi. C'est impossible qu'ils soient derrière à 15 minutes. Et puis, je débarque au bout de 15 minutes, grand sourire. Hey guys, comment ça va? Alors là, ça a été la panique à bord. Tout mon crew m'avait dit ça. Panique à bord de leur côté. Ils se sont mis d'accord et c'est bon, OK, chacun pour sa peau. Et en gros, ils sont repartis un petit peu en désorganisé. Il restait 50 km, on avait de quoi faire. Mais là, leur idée de finir tous les 4 troisième ex aequo,
quand quelqu'un arrive et puis leur passe devant et pique la troisième place, tout de suite, c'est un peu moins reluisant. Donc, ils ont vite changé. T'as voulu jouer avec ça, sur cette idée de un peu sur le levier psychologique et semer le doute. C'était aussi pour toi, en quelque sorte, un jeu. Alors, oui et non. Enfin, est-ce que tu l'as appuyé, en tout cas, est-ce que tu l'as joué ou est-ce que voilà, c'était bon camarade Oui et non. Ce que j'aurais pu faire si je voulais vraiment appuyer, je pense, sur cet effet de panique, ça aurait été d'arriver, de me changer très vite et de repartir directement. J'ai pas nécessairement essayé de faire ça parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais dans un niveau de confiance exceptionnel. Je courais à fond, monter, en descente, je me sentais super bien. Donc, dans ma tête, je venais de leur rattraper 2 heures en 25 km. À 17h, ils avaient 2 heures sur moi. À 22h, je rentrais, j'étais au même temps qu'eux. Enfin, c'était assez ahurissant. Donc, à ce moment-là, j'ai même pas eu besoin. C'est ce que j'ai dit à mon crew qui essayait de se dépêcher. Moi, j'ai dit, non, mais on prend notre temps. Je suis tellement en avance, là, en termes de rythme, que ils vont rien pouvoir faire, en fait. Je vais leur passer devant comme si je courais à côté d'un enfant. Enfin, à ce moment-là, c'était ça la différence, en fait. Le problème, c'est que il y a double problème. Le premier, c'est qu'en voyant ça, forcément, eux, ça les a un petit peu relancés. Dans le groupe, s'il y en a un ou deux qui avaient un petit peu de réserve, forcément, là, ils vont chercher cette réserve, ils montent le curseur un peu plus haut. Et puis surtout, donc moi, je suis reparti après eux. Et là, dès le début, dès la montée, j'ai ressenti, malheureusement, je m'étais raclé la gorge 3-4 fois. Et en fait, là, ça faisait une dizaine d'heures depuis que j'avais libéré un petit peu ma trajet. Et là, pareil, ça revient, en fait, et l'irritation était là à nouveau. Et je pouvais les suivre, mais difficilement. Je me suis fait légèrement semer à la montée. J'avais plus du tout la gorge aussi libérée. Donc, c'était un petit peu plus compliqué. Il aurait fallu, dans l'esprit, la médic au refuge, un peu avant, avec qui j'avais passé un peu de temps, m'avait dit, à Olomont, vous verrez le médecin, il faudra lui demander voir comment ça se passe, etc. Et puis, moi, dans l'excitation de retrouver les gens, etc., j'ai pas pensé. Et c'est ce qui m'a fait repartir dans un état un peu moyen. Donc, qui t'ont pas empêché de connaître des moments aussi de maîtrise, comme dans la descente, justement, un peu plus tard, je crois. Yes. Tu dépasses Damien Hall, en tout cas, tu reviens sur lui, ce qui suscite son admiration, on peut le dire. Ouais, tout à fait. C'était assez top. Ça je suivais un peu. Il y a eu un refuge. La montée faisait encore une fois 1300, 1400 mètres. Et 300 mètres avant le sommet, on a un refuge qui nous donnait un peu les temps les écarts. Et donc, je vois Galen Reynolds qui était devant avec une douzaine de minutes d'avance. Damien Hall qui avait quasiment 10 minutes. Et puis, l'Italien Galeatti qui était juste devant. J'arrive au sommet, Galeatti m'attendait. Et dès le début, j'ai fait quelques pas pour bien lui montrer. Il voulait se mettre dans ma roue, mais pour bien lui montrer que c'était pas possible. Là, j'ai même pris un peu de risque là-dessus. J'ai vraiment poussé. J'ai failli me casser la gueule, mais ça valait le coup. En 2 virages, il était cloué sur place. Il a même pas essayé de suivre. Et ensuite, j'ai essayé effectivement de rattraper Damien qui était en dessous. Et je me disais, tiens, il a l'air de bien descendre. Et quand je suis arrivé à côté de lui, effectivement, il a enlevé ses écouteurs et il m'a dit, mais comment t'as fait pour me rattraper? Il m'en a reparlé le lendemain et le surlendemain en me disant qu'il était incroyablement confiant avec sa descente. Il allait à fond. Il se dit, oh, c'est super, personne peut me rattraper. Et là, il tourne la tête et il me voit sur ses talons. Et ensuite, quand je l'ai dépassé, je l'ai semé. Et il a été un peu en PLS en me voyant passer à ce moment-là. Malheureusement, après, on a retrouvé une espèce de faux plat pendant plusieurs kilomètres. Et là, il s'agissait pas, en descente, en fait, la trachée, de pas pouvoir respirer, ça me gênait pas trop parce que, bon, voilà, je donne tout. Dès qu'on est sur du faux plat et qu'il faut repousser un petit peu, là, c'était plus compliqué. Et donc, on arrive au ravitaillement, Galen d'abord, ensuite moi et Damien juste sur mes talons. Il y avait un petit trou quand même avec Galen. Et là, on repart pour une dernière montée et la dernière descente vers le col de Malatra et ensuite la descente vers Courmayeur. 1500 mètres donc de montée. Yes. Une ascension qui a été délicate pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler? Compliqué. Et l'arrivée au refuge Frassati. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a Galen Reynolds là qui avait pris de l'avance. Donc la 3e place, je me suis dit assez vite que ça allait être compliqué. Je lui avais rattrapé un peu de temps quand même aussi sur les descentes. Alors que c'est un excellent descendeur. Mais là, ça allait être compliqué pour la suite. Donc la 3e place qui semblait possible une fois arrivé à Olomont, avoir rejoint le groupe, là commençait à s'éloigner. Mais j'étais coincé entre Damien et l'Italien Galeatti à quelques minutes près en arrivant jusqu'au refuge Frassati. Et là, j'ai eu un gros coup de barre en arrivant. Peut-être le manque de sommeil, peut-être encore une fois ma trajet qui était bloquée qui me permettait pas de respirer. Et ce qui se passe, c'est que quand on ne peut pas pousser autant qu'on aimerait, le cardio forcément est un peu plus bas. Donc on s'endort un peu plus facilement, surtout quand ça fait 3 jours qu'on n'a pas dormi 1 minute. Si j'avais dormi 12 minutes, je crois, à Saint-Rémy, juste au ravitaillement avant. Mais j'ai passé 65 heures. Voilà, c'est ça. Grâce mat. Et donc, en arrivant au refuge, effectivement, là, ça a lâché. Ça a été ma grosse frustration, notamment depuis en étant à la remise des prix ce dimanche, parce que ça a lâché. Je me suis assis sur une table, je voulais juste dormir un petit peu.
Je voulais attendre un peu le soleil vu qu'il était quasiment 7 heures du matin. Le jour est arrivé, sauf qu'avec le jour, il y a eu un torrent pas possible. Donc au moment où je devais ressortir, finalement, je suis pas ressorti. Il y avait un médecin sur place, mais j'ai pris 1 heure avant de lui demander un coup de main. J'étais plus là en fait. Vraiment, j'ai été irréprochable pendant 68 heures et en arrivant à ce refuge, là, ça a craqué. Donc voilà, on saura pas. Est-ce que c'est manque de sommeil? Est-ce que, en tout cas, manque de lucidité à ce moment-là? J'ai vu le Roumain qui était derrière moi arriver, donc qui était le 4e, qui avait pris du retard. J'étais déjà depuis quasiment 1 heure dans le refuge. Je le vois passer, je le regarde, je lui fais un pouce avec la main en lui disant super course. Mais j'avais même plus l'envie, il y avait plus de feu, il y avait plus rien pour essayer de repartir. Et donc j'ai passé quasiment 2 heures, qui est le temps maximum autorisé. Ils ont fini par quasiment me pousser dehors. et là en repartant, je me suis dit bon, c'est con, j'avais le 72 heures dans les mains et je vais finir à 75, donc c'était mon objectif, donc c'est très bien. Mais il y avait quand même cette frustration. Et puis je me suis dit non, écoute, bouge-toi, donne tout, au moins ne serait-ce que pour préparer l'année prochaine. Et donc à partir de là, je suis allé à fond du refuge jusqu'à la fin pour essayer de terminer à 74 au lieu de 75. Et j'ai fini effectivement en 74h10 et en ayant le passage Frassati jusqu'à l'arrivée le plus rapide de tous les coureurs de fond. Après, c'est un peu facile quand on a 2 heures pour se reposer au préalable. 3h20 donc pour ces 18 derniers kilomètres, Yes. avec beaucoup de descentes. Donc tu l'as dit, tu as bouclé la course un tout petit peu plus de 74 heures et 10 minutes, 74h12, à la 7e place, donc versus 81h30 l'année précédente. Donc chacun notera l'incroyable progression. Il y a beaucoup d'émotions sur cette ligne d'arrivée. J'ai vu la vidéo. Elle raconte quoi, ces larmes? L'émotion de toute l'année passée, encore une fois, de l'expérience humaine qu'on a vécue avec mon crew, avec tous les gens qui ont pu suivre également autour, la famille, les proches qui suivaient à distance. Cette immense aventure, on est passé par des hauts et des bas, avec le fait de quasiment abandonner en étant un peu malade depuis le départ, le fait quand même de rattraper. Et quand je suis arrivé à Olomont, pour moi, c'était 3e place quasiment garantie. En fait, j'étais tellement, vraiment dans ce mood, j'ai une habitude de finir mes courses très fort, donc. Et puis finalement, le fait de retomber, le fait de m'arrêter, de quand même y arriver. Donc, il y avait vraiment tout plein de choses. Mais avant tout, effectivement, cette progression assez énorme qui me permet d'imaginer encore de bien plus belles choses pour les années à venir. Donc, ouais, il y a vraiment... C'est ça, au niveau d'émotion, c'est pour ça qu'on est là, en fait. Donc, le jour où je fais cette course et où entre guillemets, j'ai pas ce niveau d'émotion à l'arrivée, il sera peut-être temps de regarder ailleurs. Donc, c'est ce qu'on était venu chercher. Pour donner les résultats de la course, donc Franco Collet a terminé en 66 heures et 39 minutes. Donc il a battu le record de la course qu'il détenait lui-même. Il a amélioré de 4 minutes, une marque qui datait de 2021. Lui qui avait abandonné l'année dernière, et Romain Olivier aussi, qui a fini en 2e place. Donc voilà, ils étaient globalement intouchables et loin devant. Et chez les femmes, c'est Emma Stewart qui l'a emporté devant Jocelyne Poli, la française, en 82 heures pour Emma et 84 heures pour Jocelyne, pour donner un ordre d'idée. Comme je le disais justement tout à l'heure, à 74 heures, toutes les éditions depuis la création du Tour, c'était un podium garanti. Là, cette année, je fais 74 heures, je finis 7e. Les conditions n'étaient pas plus faciles, au contraire, c'est même plutôt difficile avec la chaleur. Mais il y a vraiment eu déjà un champ de coureurs qui était exceptionnel. Et puis là, c'était que des gens qui avaient déjà beaucoup d'expérience, qui avaient déjà terminé le Tour, assez haut placé. Et puis je pense tout simplement un petit peu comme l'UTMB en 2017, où on a vraiment eu le choc des titans. Il y a un virage qui s'est fait avec un tournant, comme tu dis, où à partir de maintenant, je pense que ça va être le niveau moyen du Tour. Donc 75 heures, ce sera plus suffisant pour monter sur le podium, parce que voilà, il y a de plus en plus les projecteurs braqués sur cette course qui grandit. Et on avait notamment François Den qui était sur le parcours la première journée. J'ai un ami qui a couru à côté de lui, il voit quelqu'un le rattraper en descente, et puis un ami qui courait également et qui tourne la tête et qui voit quelqu'un le rattraper à fond et qui voit François Den courir sur les sentiers du Tour. Peut-être qu'il a un repérage pour l'année prochaine ou l'année d'après. Mais voilà, je pense que ouais, le Tour est amené à se développer encore et il en est fini du temps où on pouvait monter sur un podium avec 80 heures. Ça nourrit ta motivation, cette perspective-là, mais le fait que tu aies dit que sur les 10 prochaines années, on te reverrait systématiquement sur le Tour, ça vient aussi au-delà de l'intérêt et de l'attrait que tu éprouves pour la course. C'est aussi une forme de motivation pour toi, cette compétitivité qui va être accrue et qui s'est confirmée cette année. Ça te donne aussi envie d'aller y goûter, d'aller chercher une victoire qui serait d'autant plus belle. Ouais, absolument, absolument. Je pense que là, il y a quand même un peu la frustration de se dire que j'ai fait effectivement 7-8 heures de mieux. J'avais mon petit trophée de catégorie d'âge l'année dernière. Cette année, rien du tout.
Bon, ça fait toujours un petit quelque chose, mais bon, encore une fois, voilà, moi, je suis là pour pour la durée, pour les 10 ans à venir. Donc oui, ce sera d'autant plus beau. Et puis, si jamais je gagne pas, mais qu'un jour je fais troisième derrière Franco Collet et François Den, bon, bah, ça ira. L'idée, c'est que je suis engagé pour donner tout ce que je peux y donner. Et puis voilà, advienne que pourra. Les clés de ta réussite sur la course, Martin, c'est le plan que tu avais imaginé finalement et que tu as réussi à exécuter? Ouais, je pense que j'ai l'approche stratégique un petit peu avec mon crew, la gestion de course, bien sûr, sans partir trop vite, et ensuite de vraiment faire sa course. Donc, j'ai pris mes splits de l'année dernière, je vais faire pareil l'année prochaine, et puis essayer de comparer, d'être toujours dans une logique d'amélioration, de positif. C'est-à-dire que peu importe si quelqu'un me rattrape, si moi je suis en train de me battre mes splits de l'année prochaine, c'est que je suis en train de faire une super course. Donc, ça me permet de garder toujours le moral à fond, et quand le moral va, tout va. Donc, voilà, montée, descente. Les descentes, j'ai une technique et un relâchement qui me permettent de pas dépenser trop d'énergie, donc c'est assez facile. Et les montées, voilà, je travaille pour essayer de pas morfler autant que l'année dernière. C'était déjà le cas, et si je pouvais morfler encore moins l'année prochaine, ce sera parfait. Je rebondis là en t'écoutant sur un des conseils que j'ai lu aussi, que j'avais beaucoup aimé, qui était de jamais laisser le feu s'éteindre et toujours, je te lis, de garder une vraie bonne raison de maintenir l'intensité, que ce soit le classement, un temps prévisionnel ou un objectif de ravito à atteindre le plus vite possible. Je trouve que c'est une super façon où chacun peut finalement trouver son compte, mais j'aime bien cette idée de pas laisser le feu s'éteindre, en tout cas, quel que soit le contexte, et en restant, comme tu l'as expliqué déjà à plusieurs reprises, très concentré sur ce qu'on est en train d'accomplir soi-même. Alors là, t'as un très bon point et tu tapes exactement sur le clou. Il aurait peut-être fallu que je relise mes propres conseils parce qu'au refuge Frassati, j'ai laissé le feu s'éteindre. Bon, c'est compliqué au bout de 65 heures sans dormir, mais effectivement, c'est un très bon point et c'est l'erreur qu'on peut faire encore, que j'ai faite cette année. Je pense que si j'avais été je sais pas, c'est compliqué. Il va falloir encore des mois pour essayer de savoir s'il y avait quelque chose à y faire. Mais en arrivant à Frassati, le feu était vraiment, vraiment tout petit. Et ça peut être aussi simple que j'ai essayé d'appeler mon crew. Il n'y avait pas de réseau. Il y avait une clé Wi-Fi, mais j'étais pas assez lucide pour la demander. Et ça pouvait être juste ça, en fait. Je demandais la clé Wi-Fi, je passais un coup de fil à mon crew, elle me relançait, et je passais pas 2 heures, mais je passais seulement 15 minutes au ravito, et j'aurais fini en 72 au lieu de 74. Et bon, avec des si, voilà. C'est des belles raisons de revenir les prochaines années. Exactement. Si tu devais retenir une image de ce Tour 2023, laquelle serait-elle? Je pense l'arrivée à Olomont avec les quatre coureurs, un qui est allongé sur son banc, ils étaient tous pas bien avec leur crew affaissé, et puis moi qui suis arrivé avec mon crew, tout le monde qui applaudit, moi le grand sourire, hey guys, comment ça va, alors qu'il est, il est quasiment minuit, ça fait 3 jours qu'on court, tout le monde est au fond du trou. Donc ça c'était quand même top. À ce moment-là, c'était là, je me voyais, j'étais sur mon nuage et ça aurait été bien que ça dure 10-15 heures de plus, mais c'est ça qui est compliqué. Il restait 10 heures de course. Combien de temps il faut pour récupérer d'un tel effort à la fois physiquement et mentalement? Est-ce que là, t'as encore un peu la tête et les jambes sur ton tort? Alors, mentalement, ça dépend effectivement de ce qu'on a. L'année dernière, j'étais inscrit pour la diagonale des fous quelques mois après le Tour, mais dès le Tour, j'avais vécu. C'était tellement énorme mentalement, émotionnellement, que dès le lendemain, j'ai dit non, je prends pas le départ. Alors que c'était 5-6 semaines après, et puis que physiquement, j'allais être bien. Mais j'ai dit non, mentalement, émotionnellement, encore une fois, j'étais pas prêt parce que c'était une première. Là, c'est un petit peu différent. Cette année, je suis prêt. Notamment, il y a une vraie frustration avec cette fin de course quand même. On se cache pas. Le 74 heures, il est très bien, mais passer 2 heures au dernier habito, je trouve ça scandaleux. Donc ça m'a fait vraiment mal lors de la remise des prix de voir des gens soulever des trophées qui auraient pu être à moi. Donc là, il y a une envie. Justement, le feu là, il est reparti vraiment à fond déjà pour l'année prochaine, mais j'ai pas envie d'attendre si longtemps. Et je suis à Genève et tout près de chez moi, la semaine prochaine, il y a l'UTMJ, l'Ultra Trail des montagnes du Jura, qui est très sympa, qui fait 175 km avec 7000 mètres. On n'est pas sur des montées aussi violentes que dans le Tour, beaucoup plus roulant. Et donc, je réfléchis à m'aligner là-dessus. Il faut voir si physiquement c'est correct. Mais voilà, comme tu as pu avoir avec certaines personnes que tu as eues ici, je pense à des amis comme Claire Banwart, par exemple, ou à quelqu'un comme Casquette Verte aussi, des gens qui enchaînent énormément, on se demande un peu comment. Moi, il y a quelque chose que j'ai pu découvrir cette année en allant encore un peu plus loin dans le volume, c'est que vraiment, plus on en fait et plus c'est facile. En termes de douleur, en termes de récup, ça devient vraiment naturel. Claire qui fait un ultra toutes les semaines, ça devient, c'est comme de la marche en fait pour elle. Et donc, ça devient vraiment, vraiment plus facile. Donc là, physiquement, je me sens bien. J'ai aucun souci à imaginer repartir sur 175 km la semaine prochaine. Donc c'est en réflexion. Est-ce qu'on peut t'imaginer un jour sur un plus grand Tour, le Tour des Glaciers?
Alors, pour l'instant, je cherche j'en ai parlé pas mal avec mes deux amis qui ont fait premier, deuxième cette année, Sébastien Rachon, bien sûr, et Étienne et oui. Ce que j'aime beaucoup avec le Tour, c'est justement cette compétitivité, le Tour des géants, cette compétitivité. Sur le Tour des glaciers, au bout de 2 heures de course, on avait déjà le top 3. Il n'était pas exactement dans ce sens-là, mais c'était en gros Seb, Tian et Peter Kinzel qui étaient devant. Et ils se sont jamais croisés, quasiment, ils sont restés aux mêmes positions pendant 110 heures. Il y a un côté un peu plus intéressant pour moi avec le Tour, en tout cas, qui est un peu plus comme une course, un peu plus compétitive, surtout avec les noms qui peuvent y arriver. Donc oui, on verra sur le Tour des glaciers un jour, parce que ça a l'air incroyable, encore plus sauvage, encore plus une aventure. Mais je pense que d'ici là, j'ai encore pas mal de Tour des géants à venir, et notamment, il va falloir que je le gagne 2 ou 3 fois avant de m'aligner sur le Tour des glaciers. Martin, je te propose de conclure cet épisode avec le motto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise qui t'est particulièrement chère et que tu souhaiterais partager avec nous? Alors, je sais pas si c'est nécessairement une devise, mais en tout cas une pensée qui je pense, encapsule un petit peu tout le reste. C'est une pensée sur la confiance qui dit que la confiance, ce n'est pas un prérequis, c'est une conséquence ou un résultat. Et j'entends bien trop souvent des gens se dire qu'ils ne sont pas prêts, ou quand ils seront prêts, ou quand ils auront confiance, ou ils n'ont pas confiance en leur capacité à faire ci ou ça. On n'est jamais prêt, on n'a jamais la confiance au préalable. On commence par l'action, et la confiance sera une conséquence, un résultat naturel. Mais on n'est jamais prêt à « je sais pas si je suis capable de faire ça ». Tu sais pas si tu es capable de faire un 100 km, j'ai envie de te dire, inscris-toi, fais ton 100 km, et sur la ligne d'arrivée, tu sauras « ah bah oui, tiens, je suis capable ». Et donc la confiance peut nourrir l'action suivante. Absolument. C'est vraiment ce cercle vertueux de la confiance qui passe par l'action. Et j'ai envie de te dire, même quand la course n'est pas terminée. C'est là que j'ai une amie Angélique, qui est une très bonne amie à moi, qui s'est inscrite sur le Tour des Géants cette année pour la première fois, après avoir fait la Tote Dread, qui est la deuxième partie de la course l'année dernière. Elle n'a pas terminé cette année, elle savait pas si elle était capable de faire, elle a quand même tenté. Elle est arrivée jusqu'à Gressoney. Donc, c'est à 220 km, il restait quand même une bonne centaine. Mais elle est repartie avec justement cette confiance. Maintenant, elle est persuadée qu'elle peut y arriver. Elle n'est pas allée au bout, mais elle est partie avec cette confiance-là. Donc, c'est qu'une question de temps. Ce sera l'année prochaine, ce sera l'année d'après, peu importe. Donc, la confiance, c'est vraiment ça. Ça, c'est absolument crucial. Je peux pas insister assez dessus. C'est vraiment une conséquence et un résultat. C'est pas un prérequis. Il faut pas attendre d'avoir confiance pour tenter ce qui nous est cher. Très intéressant. Merci Martin pour ce motto plein de sens. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ton Tour dont on a compris l'essentialité que la course revêtait pour toi. Bravo à toi pour cette perf remarquable et puis merci pour tous les enseignements que tu as appris sur la course et que tu as pris le temps de partager avec nous et que chacun pourra, s'il le souhaite, appliquer à ses propres objectifs. À nouveau, à chacun son échelle, à chacun ses objectifs. Je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite pour la suite de tes aventures que nous suivrons avec beaucoup d'intérêt, tu peux en être sûr. Puis si j'ai bien suivi, je peux d'ores et déjà me mettre une alarme sur tous les deuxièmes dimanches de septembre pendant les 10 prochaines années, si je veux te suivre de près. Merci à toi, effectivement, de m'avoir reçu. Et effectivement, oui, si tu sauras où me trouver tous les mois de septembre. Si tu as besoin d'un truc, si je te dois des sous, tu sauras où me trouver tous les septembre. Pas la peine que je t'appelle ce week-end-là, en tout cas. Non, voilà, effectivement. J'irai te chercher sur les sentiers directement. Salut Martin, merci pour ta dispo et puis pour tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui, c'était passionnant. Merci à toi, Guillaume. Bye bye. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.